Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er. La marche à l'étoile. Nous sommes pleinement d'accord avec Hitler pour proclamer qu'une politique n'atteint sa forme supérieure que si elle est raciale. Jean Giraudoux, commissaire à l'information sous le gouvernement Daladier, 1939. Il n'est pas possible d'étudier la condition des médecins juifs à la fin de la Troisième République et sous le gouvernement de Vichy, sans l'insérer dans le contexte français des premières décennies du XXe siècle. L'antisémitisme en France entre l'affaire Dreyfus et la Grande Guerre. Il est classique de dire que, pendant les années qui ont suivi l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire celles qui ont immédiatement précédé la Grande Guerre, la question juive a quitté en France le devant de la scène. Si les passions et leur expression politique ne sont pas aussi violentes que lors de l'affaire, il convient néanmoins de nuancer cette affirmation. Paru avant l'affaire, en 1886, La France juive de Drummond, cet énorme ouvrage de 1200 pages en 2 tomes, attaque sans retenue les Juifs. Il a eu plus de 100 rééditions l'année de sa parution, ce qui en a fait le plus grand succès de librairie du siècle. Il continue à être réédité, vendu, lu, commenté, approuvé. Son influence auprès de l'opinion reste considérable. Livre presque unique, par on ne sait quel grondement intérieur, écrira à son propos Bernanos, et qui finit par résonner dans notre propre poitrine, en arrache un long soupir. Le pays, ajoute-t-il, répond par un de ces puissants mouvements d'opinion qui paraissent tout emporter. L'urlet du livre est pris par le journal de Drummond, La Libre Parole, qui fondé en 1892 a déclenché l'affaire Dreyfus et qui continue lui aussi à avoir une très large diffusion. Fondée en pleine affaire Dreyfus, dirigée peu de temps après par Maurras, l'Action française s'attaque aux 4 États confédérés, le juif, le protestant, le franc-maçon et le métèque. Ces 4 États confédérés constituent le pays légal, tout le reste c'est le pays réel. Certes, l'antisémitisme est pour l'Action française un levier, un moyen de mobiliser les énergies. Tout paraît impossible ou affreusement difficile, sans cette providence de l'antisémitisme. Par elle, tout s'arrange, s'aplanit et se simplifie. Si on n'était pas antisémite par volonté patriotique, on le deviendrait par sentiment de l'opportunité. Le fait que le mouvement lui-même considère l'antisémitisme comme un moyen de mobiliser les masses, traduit bien la puissance à cette époque, de cette véritable passion, largement répandue. L'antisémitisme est bien plus encore. C'est, écrit l'un des fondateurs de l'Action française, la racine psychologique de toutes les idées, de tous les sentiments qui ont amené les nationalistes à s'unir. Il correspond, proclame Maurras, à nos idées et aux racines, aux raisons d'être de nos idées. L'Action française a son journal devenu vite quotidien, sa revue mensuelle, sa revue littéraire. Elle a même fondé un institut d'enseignement supérieur pour enseigner contre les 4 États confédérés ce que l'université s'efforce de faire oublier. Les chaires y portent des noms qui en affichent le parrainage, par exemple, la chaire Maurice Barrès consacrée au nationalisme français, la chaire Rivarol vouée à l'histoire des idées politiques, la chaire Général Mercier où on étudie l'affaire Dreyfus. L'Action française dispose aussi de groupes militants, les Ligueurs créés en 1904 qui assurent la propagande et les actions du mouvement, et les Camelots du Roi fondés en 1908 qui sont chargés de la diffusion du journal et qui dans la main, une bonne canne dans la poche, un bon livre, ont pour mission de troubler le faux ordre public qui couvre le scandale, par tous les moyens même légaux. Les Camelots du Roi interviennent souvent au quartier latin, en particulier en 1908 à 1909, lors de l'affaire Talama, ce professeur à la Sorbonne qui s'est attaqué au mythe de Jeanne d'Arc, et en 1911, lors de l'affaire Bernstein, cet auteur dramatique accusé d'être un juif déserteur. En 1910, le secrétaire général des Camelots gifle le président du conseil, Aristide Briand. Son procès donne lieu à de violentes manifestations. Émeutes, manifestations anti-métèques, rassemblements, se multiplient à la veille de la Grande Guerre. Les Camelots du Roi sont particulièrement actifs dans les facultés de droit et de médecine. L'antisémitisme n'est pas à cette époque l'apanage des milieux de droite. Il a à gauche des racines populaires et d'éminents porte-paroles. Jaurès parle de l'action juive, cas particulièrement aigu de l'action capitaliste. Clémenceau fait allusion aux juifs crasseux, aux juifs au nez crochu.
L'œuvre Organe de gauche affirme en manchette que pas un juif n'est abonné à l'œuvre. Les intellectuels ne sont pas en reste. Les qualités de la race juive, écrit Gide en 1914, ne sont pas des qualités françaises. Ce que ont à dire les Français ne peut être dit que par eux. L'antisémitisme, dans ces années d'avant la Grande Guerre, s'il n'a plus la virulence de l'époque de l'affaire Dreyfus, s'il n'a pas encore celle des années 1930, paraît donc solidement implanté en France. La mutation de la communauté juive. L'antisémitisme n'entame pas la sérénité de la communauté juive française. Celle-ci sort de l'affaire Dreyfus confortée dans l'idée que l'identité juive peut survivre harmonieusement au sein de la nation française. Elle est confortée aussi dans son loyalisme à la République française. On sert la France en étant un bon juif, on sert le judaïsme en étant un bon français. C'est à cette époque que s'affirme ce qu'on a appelé le franco-judaïsme. Les Juifs sont des Français de confession israélite que rien sauf une observance religieuse différente ne distingue des Français d'une autre confession. Néanmoins, la communauté juive française est en pleine mutation démographique et sociale. Une immigration commence à s'installer. Si elle est loin d'atteindre les chiffres des années 1930, elle est cependant notable. Outre l'arrivée de Juifs d'Alsace-Lorraine après la guerre de 1870, 30 000 Juifs de l'Empire tsariste se réfugient en France pour fuir les pogroms qui ont suivi l'assassinat d'Alexandre II en 1881 et la Révolution de 1905. Plusieurs milliers de Juifs ottomans viennent s'installer en France pour échapper à la conscription décrétée par le gouvernement jeune turc. La répartition géographique des communautés juives s'en trouve profondément modifiée. Alors qu'avant la guerre de 1870, la majorité des Juifs de France habitaient en Alsace et en Lorraine, les immigrants s'installent pour la plupart en région parisienne. Se trouve modifiée aussi la répartition sociale de la judéité française. À côté d'une haute bourgeoisie riche, les Rothschild, les Pereire, les Camondo, les Reynard, et d'une nouvelle bourgeoisie, issue de la méritocratie républicaine, soucieuse d'assimilation, passionnément attachée à la France émancipatrice, on voit apparaître un prolétariat d'immigrés d'Europe de l'Est, fait de petits artisans, tailleurs, casquetiers, fourreurs, établis dans le Marais dans ce qu'on appellera le Pletzel. Ce prolétariat exprime mal en français, a le yiddish comme langue vernaculaire et lit une presse yiddish. 13 titres entre 1906 et 1913. L'arrivée de ce prolétariat d'intégration malaisée est très mal perçue par la bourgeoisie juive, par ces Israélites qui se veulent résolument des Français de confession israélite. C'est Bernard Lazare, issu d'une famille juive de Nîmes, installé en France depuis des temps immémoriaux, qui sera peu d'années plus tard le premier convaincu de l'innocence de Dreyfus et qui arrivera à convaincre et à motiver le premier groupe de Dreyfusards. C'est donc Bernard Lazare qui exprime avec le plus de violence ce malaise. Il est difficile de ne pas citer longuement ces phrases écrites en 1890, et qui, à la lumière des événements ultérieurs, résonnent douloureusement. Le juif, c'est celui qui est dominé par l'unique préoccupation de faire une fortune rapide, qu'il obtiendra plus facilement par le dol, le mensonge et la ruse. Sont juifs ceux pour qui l'intégrité, la bienséance, l'abnégation ne sont que des mots. Ce sont ceux qui font de l'argent le but de la vie et le centre du monde. Mais à côté de ce judaïsme méprisable, il est des êtres tout différents, il est des Israélites. Depuis des années, ils vivent paisiblement attachés au sol qui les vit naître, où d'innombrables générations se sont succédées. Je parle et ne veux parler que des Israélites français, les autres me sont indifférents et étrangers. Ils sont pauvres ou médiocrement riches, bornés dans leurs désirs, avec seulement devant eux les trois horizons du relatif bien-être qui est celui de la foule. Ils sont là de se voir confondre avec une tourbe de rastaquouères et de tarés. Ils sont là de cette perpétuelle équivoque qui les range parmi des spéculateurs véreux, des fabricants de musique imbéciles, des journalistes sans esprit, des chroniqueurs affamés, des politiciens sans talent. Le tort des Israélites de France est de se laisser imposer une prétendue solidarité qui les assimile à des changeurs francfortois, des usuriers russes, des cabaretiers polonais, des Galiciens prêteurs sur gage avec lesquels ils n'ont rien de commun. Il siérait que les antisémites, justes enfin, deviennent plutôt des anti-juifs. Ils seraient certains ce jour-là d'avoir avec eux nombre d'Israélites. Et encore, que m'importe à moi, Israélites de France, des usuriers russes, des cabaretiers galiciens, des prêteurs sur gage, des marchands de chevaux polonais, des revendeurs de Prague et des changeurs de Francfort.
En vertu de quelle prétendue fraternité irais-je me préoccuper des mesures prises par le tsar envers des sujets qui lui paraissent accomplir une œuvre nuisible? Ai-je en les défendant, en les soutenant à assumer une part de leurs responsabilités? Qu'ai-je de commun avec ces descendants d'Éun? S'ils souffrent, j'ai pour eux la naturelle pitié due à tous les souffrants quels qu'ils soient, mais adorerait-il 3 fois Jéhovah et vénérerait-il 10 fois Moïse, je ne sentirais pas ma sympathie s'en accroître. Les chrétiens de Crète auront droit aussi bien à m'émouvoir, et tant d'autres qui sont parias en ce globe sans être israélites. À quoi voit-on du reste aboutir les associations qui prônent une solidarité juive? À accueillir chez nous des gens méprisables, à les favoriser, à les implanter sur un sol qui n'est pas le leur et qui ne les doit pas nourrir, à leur en faciliter la conquête. À qui sont les utiles? Aux Juifs cosmopolites qui n'a d'attache avec aucune nation, d'affection pour aucune, qui est le bédouin transportant sa tente avec une indifférence complète, à ces talmudistes qui, selon les paroles d'Ernest Renan, sont insociables, étrangers partout, sans patrie, sans autre intérêt que celui de leur secte, fléau pour le pays où le sort les a portés 24. Certes, l'évolution de Bernard Lazare l'éloignera des points de vue qu'il exprime au début de sa carrière de journaliste et de polémiste. Il défendra Dreyfus avec lucidité et courage. Il s'opposera à Drummond à qui il écrira de manière prophétique: « Avez-vous d'autres solutions au bout de votre logique que le massacre des Juifs du monde entier ?» Il sera tenté par le sionisme. Certes aussi, à la même époque, des hommes, des groupes, des associations se réclament d'une solidarité juive, comme par exemple l'Alliance israélite universelle qui, dès 1860, avait affirmé dans ses statuts que ses buts étaient de travailler partout à l'émancipation et aux progrès moraux des Israélites, de prêter un appui efficace à ceux qui souffrent pour leur qualité d'Israélites. Néanmoins, perdure l'état d'esprit exprimé avec véhémence par Bernard Lazare, le refus d'une quelconque solidarité juive, le mépris envers les immigrés considérés comme des exploiteurs, l'opposition entre juifs errants et israélites enracinés depuis d'innombrables générations dans le sol de France. Ces sentiments seront partagés par une fraction de la communauté juive française dans l'entre-deux-guerres. Est-il sûr qu'ils aient complètement disparu aujourd'hui? La Grande Guerre. La Grande Guerre entraîne une solidarité nationale, la grande fraternité des tranchées et chez les Juifs, une surenchère patriotique sans la moindre fausse note. On estime à 36 000 le nombre de Juifs mobilisés ou engagés volontaires. 8 500 Juifs de nationalité étrangère se sont fait enrôler pour servir leur pays d'adoption. On compte 7 500 Juifs tués dont 1 600 engagés volontaires. Les voix les plus autorisées clament leur attachement à la France. Albert Lévy, grand rabbin de France, appelle la bénédiction divine sur les armées françaises. Jacques-Henri Dreyfus, grand rabbin de Paris, proclame: « Français nous sommes, Français nous resterons, nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, avec toute la suite de nos générations à jamais. » Les médecins juifs avec lesquels je me suis entretenu parlent longuement, avec fierté et émotion, bien que ce ne soit pas le sujet principal de l'entretien, de l'héroïsme de leur père pendant la Grande Guerre. L'exemple le plus caractéristique est celui d'Eugène Minkowski. Ce jeune juif polonais, après un cursus scolaire et universitaire qui l'amène de Varsovie à Kazan puis à Munich, réside lors du déclenchement du conflit à Zurich où il se perfectionne en psychiatrie. Par amour de la France, il s'engage et reviendra de la guerre avec la Croix de guerre et la Légion d'honneur. Joseph Lévy Valency est décoré sur le champ de bataille. Blessé pendant l'évacuation de son ambulance, il tombe en criant « Vive la France !». Sa blessure lui laissera des séquelles graves. Henri Aboulker garde lui aussi des séquelles sérieuses et est titulaire de décorations. André Quin est cité à l'ordre du régiment et reçoit la Croix de guerre. Le père de Jean et de Pierre Welfling, qui n'est pas de nationalité française au moment du conflit, s'engage dans la Légion étrangère. Louis Lioncan est gazé, de même que Solo Lebovici. De l'autre côté, une sourdine est mise à l'expression de l'antisémitisme. Barès lui-même, la référence incontournable de Maurras, Barès qui avait écrit lors de l'affaire Dreyfus, que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race. Barès consent à admettre le judaïsme comme l'une des familles spirituelles de la France. L'immigration juive. La trêve ne dure pas. Au lendemain de la Première Guerre mondiale,
à la faveur des bouleversements politiques qui se produisent en Europe orientale et des troubles antisémites qu'ils y entraînent, une immigration importante amène en France plusieurs dizaines de milliers de Juifs de Russie, de Pologne, des pays baltes et de Roumanie. La prédominance parisienne de cette immigration, déjà réelle avant 1914, s'exagère encore. S'aggrave aussi la disparité sociale entre cette population modeste de petits artisans yiddishophones et la bourgeoisie israélite fière de sa francité revendiquée. L'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, l'annexion de l'Autriche, le démembrement de la Tchécoslovaquie, amènent en France de nouvelles vagues d'immigrés. Au total, on évalue à 175 000 à 200 000 le nombre de Juifs immigrés en France entre 1905 et 1939. Sur 330 000 Juifs vivant en France en 1940, 190 000 à 200 000 sont de nationalité française, dont 55 000 naturalisés, 140 000 sont de nationalité étrangère. Cette immigration est d'autant plus mal ressentie qu'à la même époque, la France subit les conséquences de la crise économique, et que le chômage frappe une fraction importante des couches les plus modestes de la population, qui voient en ces petits artisans des concurrents prêts à se contenter de faibles revenus au prix de lourds horaires de travail. Cette concurrence est évidemment un argument à l'antisémitisme. Ou bien les immigrés trouvent du travail et sont des concurrents dangereux, ou bien ils n'en trouvent pas et deviennent une charge pour la société. Une question écrite d'un conseiller municipal de Paris au préfet de police au lendemain des mesures antisémites décrétées en Allemagne par le gouvernement nazi insiste sur le fait que les immigrés allemands viennent accroître le nombre des sans-travail et augmenter d'autant, par ces temps de crise économique, la charge si lourde qui pèse sur le pays tout entier. Pire encore, cette immigration risque de créer des problèmes politiques internationaux. Ces exilés, poursuit le conseiller municipal, ne vont-ils pas constituer chez nous un foyer antinaziste et susciter chez Hitler contre la France une haine encore plus grande s'il est possible? L'auteur de la question souhaite donc connaître le nombre des réfugiés allemands, en les distinguant en juifs et autres, le nombre des chômeurs et les dispositions prévues par le gouvernement à ce sujet. Giraudoux, nommé par Daladier commissaire général à l'information, écrit en 1939, sont entrés chez nous des centaines de mille Askénazis, échappés des ghettos polonais ou roumains, entraînés depuis des siècles à travailler dans les pires conditions, qui éliminent nos compatriotes tout en détruisant leurs usages professionnels et leurs traditions, de tous les métiers du petit artisanat, confection, chaussures, fourrures, maroquinerie et entassés par dizaines dans des chambres échappent à toute investigation du recensement, du fisc et du travail. Ils apportent là où ils passent l'à peu près, l'action clandestine, la concussion, la corruption et sont des menaces constantes à l'esprit de précision, de bonne foi, de perfection qui était celui de l'artisanat français. L'argument des conséquences politiques internationales de cette immigration est souvent repris. Ainsi, l'Ami du peuple écrit le 30 mai 1933, « La France n'a pas à accueillir ces réfugiés juifs allemands qui vont alimenter en France une guerre civile germano-allemande à l'image des Italiens fascistes et antifascistes qui s'entretuent chez nous. » Le même journal accuse Einstein, qui va peut-être être admis au Collège de France, mais qui finalement ne le sera pas, de vouloir installer le communisme en France. Ces immigrés, on les accuse de tous les maux. Georges Mocco, qui témoignera quelques années plus tard au procès de Riom, affirme que toutes les particularités défavorables de l'immigration imposée apparaissent pour les réfugiés juifs. Santé physique et psychologique, moralité et caractère sont également diminués. On a des âmes façonnées par les longues humiliations d'un état servile, où la haine refoulée se masque sous l'obséquiosité. La névrose juive, avec son surmenage d'activités nerveuses, son hérédité alourdie par les événements actuels, apparaît chez presque tous les réfugiés. Fait plus grave, elle se réveille par contact chez les Juifs français, et leur fait perdre en partie les qualités qu'ils avaient pu acquérir. Notons que Mocco, dont je cite le témoignage au procès de Riom, est considéré avant la guerre comme expert en matière d'immigration et siège à ce titre au Haut Comité de la population. La santé physique et psychique des immigrés, que Mocco juge déficiente, est très souvent mise en cause. Ils sont inadaptés, porteurs de tares congénitales, et de maladies qu'ils véhiculent, en particulier d'une mystérieuse maladie numéro 9. C'est, écrit Giraudoux, une horde que sa constitution physique précaire et anormale amène par milliers dans nos hôpitaux qu'elle encombre. Immigrés ou non,
Les Juifs sont au premier rang de ces porteurs de tares congénitales. Ce thème sera abondamment développé plus tard sous l'occupation. Se crée alors l'amalgame immigrés juifs marginaux. Pourtant, entre 1905 et 1940, les Juifs ne constituent que 15% des immigrés qui en majorité sont italiens, polonais ou espagnols. L'Action française. Ce ne sont pourtant pas là les arguments majeurs de l'Action française. L'un est un thème récurrent des thèses antisémites, celui du juif errant cher à Barré. Les Juifs n'ont pas de patrie, écrit-il. Pour nous, la patrie, c'est le sol et les ancêtres, c'est la terre et les morts. Pour eux, c'est l'endroit où ils trouvent leur plus grand intérêt, c'est l'idée que tous les hommes sont frères. Il n'est donc pas étonnant que la pureté et la signification de Bérénice ne soient pas accessibles aux Juifs, car avoir sucé en naissant le vin de la patrie, être vraiment sorti du sol, alors seulement votre phrase a un goût de terroir, puisé à un fond commun de sentiments et d'idées. L'exemple de Bérénice, princesse juive, est à vrai dire assez mal choisi. Mais l'amalgame que cherche surtout à créer l'Action française, c'est l'amalgame juif, argent, pouvoir, pouvoir destructeur. Les Juifs, écrit Maurras, ne sont pas une race ni une religion, mais un peuple. Si la nation française peut être considérée comme une fédération de nationalités autonomes, l'appartenance à la nation France, d'une province morale, juive est difficilement concevable. La nation juive est une nation internationale. L'intérêt juif entre fatalement en concurrence avec l'intérêt français. Les Juifs pratiquent une politique internationale au service de laquelle ils s'efforcent de mettre le pays d'accueil, dira Mocco au procès d'Orion. À cet effet, ils prennent le pouvoir en France. Il est un fait certain, écrit Bernanos, militant convaincu et enthousiaste d'Action française, c'est l'envahissement par les Juifs des meilleurs postes, des meilleures places. Cet envahissement se fait grâce à la légendaire ténacité juive, sa profonde entente de la société moderne, de ses ressorts secrets. À la longue, l'agitation frénétique, convulsive du petit monde juif, doit finir par briser les nerfs d'un peuple gagné d'abord par la contagion de cette névrose orientale. Sans doute, explique Mocco, nombre de réfugiés juifs d'Europe centrale ont-ils une culture supérieure à celle de bien des étrangers et même de certains Français. Mais à l'examen, il y a là subtilité et ingéniosité de l'esprit, habileté et assimilation rapide, utilisation du savoir et de l'expérience acquis par d'autres. En fait, leur originalité et leur invention sont faibles. La compilation par les Juifs du pouvoir et de l'argent leur permet d'affluer dans les sphères dirigeantes de la nation. C'est clair, les Juifs n'ont aucune originalité, ils utilisent le savoir d'autrui et comme ce sont des bêtes à concours, ils obtiennent ainsi les meilleures places, les meilleurs postes qui leur confèrent le pouvoir. Ce pouvoir, comment l'exercent-ils ? Par l'argent. Voilà le maître mot lâché. L'or juif, encore un thème récurrent de l'antisémitisme, l'or juif patiemment amassé, capitalisé, servant à acheter les bonnes consciences, à tisser un réseau international de pouvoir, à détruire la France. Mais comment concilier l'amalgame juif, argent-pouvoir avec l'existence incontestable d'un nombreux prolétariat juif ? Bernanos apporte la réponse. Les colporteurs, les tailleurs, les fourreurs juifs deviendront inéluctablement des capitalistes, si ce n'est eux, ce seront leurs enfants. C'est très joli, écrit-il, d'opposer les juifs pauvres et les juifs riches. La masse du peuple juif fournit et renouvelle indéfiniment une espèce d'aristocratie dont les aptitudes sont précisément celles de la race, portée à un degré éminent, et qui, de génération en génération, réussit non seulement à acquérir, mais à gouverner l'argent, à tenir toutes les places. La solution, c'est donc de limiter le pouvoir juif. Je ne suis pas anti-juif, se défend Bernanos. Je crois simplement que chaque État chrétien devrait traiter ses juifs selon les règles de l'équité. Je trouverais parfaitement légitime qu'on leur reconnût certains privilèges en rapport avec leurs aptitudes, par exemple qu'ils disposassent d'un grand nombre de places dans l'administration des finances ou même dans la presse. Si je souhaite de les tenir éloignés de la politique, ce vœu n'a rien d'injurieux. Quant à ce qui touche la formation ou l'éducation des jeunes Français, pourquoi ne serais-je pas méfiant ? Il faut ôter aux Juifs leur capacité de nuire, les écarter des réseaux d'influence et de pouvoir. Seuls peuvent être admis à part entière dans la communauté nationale les Juifs bien nés. L'Action française insiste sur la distinction qui doit être faite entre le Français de religion israélite et le Juif,
que je qualifierais de manière inharmonieuse mais caractéristique des internationales. Ce serait une grave erreur de mettre dans le même sac les Juifs qui nous viennent tous les jours d'Europe centrale et d'ailleurs, et les Israélites, Alsaciens par exemple, établis en France depuis des siècles et tout à fait assimilés. Ce n'est pas contre eux que nous luttons mais contre les youtres internationaux, errant au hasard des révolutions et des courants économiques. Arrivés ce matin, partis ce soir, hier polonais, aujourd'hui français, demain aléoutiens si c'est leur intérêt. Ces Juifs internationaux sont accusés d'être les fourriers du socialo-communisme. Ils font de la propagande rouge et causent une agitation favorable à l'avènement d'une dictature de gauche. Le journal des étudiants d'Action française publie la notice nécrologique de Robert Cohen, helléniste distingué, dont le patriotisme ardent lui valait un attachement particulier de tous ses élèves nationaux, et qui ne craignait pas d'affirmer ses sentiments nationaux et antidémocratiques. Le journal est en cela, fidèle à la distinction du juif bien né et mal né. C'est donc un antisémitisme d'État qu'il faut instaurer. C'est là une des idées forces de Maurras qui tient à distinguer cet antisémitisme d'État, de l'antisémitisme de peau. À la lumière des événements ultérieurs, cette distinction paraît bien subtile. À vrai dire, elle l'était déjà à l'époque. Comment juger sinon les qualificatifs qu'emploie Bernanos pour parler de ces bonshommes étranges qui parlent avec leurs mains comme des singes, avec leurs poils noirs, les traits ciselés par l'angoisse millénaire, le prurite sauvage d'une moelle usée depuis le règne de Salomon prodigué dans tous les lits de l'impudique Asie? Quoi qu'il en soit, l'influence de l'Action française entre les deux guerres est considérable, malgré l'apparition de nouveaux journaux catholiques hostiles à ses positions, l'Aube, le Sillon, Témoignage chrétien, malgré le virage de la Croix qui à l'époque de l'affaire Dreyfus s'intitulait le journal le plus anti-juif de France. Malgré plusieurs dissidences, malgré la condamnation du mouvement par Pie XI en 1926, malgré l'affirmation par le même Pie XI que les Juifs sont nos frères, des hommes comme nous, des élus de Dieu comme nous. Le journal du mouvement, intitulé comme le mouvement lui-même l'Action française, a en 1926, 45 000 abonnés plus 45 000 ventes au numéro. Son influence ne se limite pas à ce tirage. Il est lu et commenté par les milieux politiques et intellectuels. À la Chambre, on se précipite pour lire l'éditorial de Maurras, l'article polémique de Léon Daudet, l'analyse de politique étrangère ou d'économie de Bainville. La force intellectuelle des dirigeants du mouvement est incontestée. Maurras, Léon Daudet, Bainville sont des figures capitales de l'époque. Bernanos, Maritain, Thierry Molnier, Brasillac, Bardèche, Philippe Ariès, Raoul Girardet appartiennent au sérail de l'Action française. Proust, Gide, Monterland, Rieux-La Rochelle ont ressenti à un moment ou à un autre l'attraction du mouvement. D'autres journaux prennent le relais. Candide, fondé pour le grand public et qui tire à 40 000 exemplaires, la Revue universelle, l'une des plus prestigieuses revues littéraires de l'entre-deux-guerres. Le prestige de Maurras est immense. Proust, Monterland, Mauroy, Valéry, Jouhandeau, Daniel Halévy, Henri Guéon lui rendent hommage. Qu'on veuille le reconnaître ou non, nous vivons, nous respirons dans une atmosphère imprégnée de sa pensée, écrit Martineau. Les Croix de Feu et les Ligues. Fondées en 1927 par le colonel de la Rocque, les Croix de Feu sont une organisation politique d'anciens combattants. Anticommunistes et xénophobes, les Croix de Feu défilent en scandant le slogan « La France aux Français, dehors les métèques ». Ils se défendent de tout antisémitisme et accueillent volontiers en leur sein les anciens combattants juifs. La Rocque affirme solennellement l'absence d'antisémitisme du mouvement, au lendemain des émeutes du 6 février 1934, dans son journal Le Flambeau et réitère à plusieurs reprises cette affirmation. Cette absence proclamée d'antisémitisme est pourtant démentie par les faits. En Algérie, terrain privilégié de l'antisémitisme depuis 50 ans, des papillons invitent les Français à adhérer aux Croix de Feu et interrogent. Compatriote français, sais-tu que le juif assassine tes parents, qu'il vole ton bien, qu'il tourne en dérision ton honneur, qu'il détruit ta culture, qu'il empoisonne ta race? Le juif est ton ennemi. Les incidents sont signalés dans plusieurs villes, Constantine Tlemcen, Sidi Bel Abbès. Malgré les demandes réitérées de la presse juive, les dirigeants des Croix de Feu n'apportent aucun désaveu. La Rocque lui-même, lors d'un voyage en Algérie en 1938, appelle au boycott. Je trouve idiot de crier « à bas les Juifs » et de se contenter de ça. Ce que je vous propose est beaucoup plus difficile. Tant que les Juifs de Constantine adoptent cette attitude, vous devez
les ignorer complètement au point de vue social, commercial ou industriel. Vous agirez comme s'ils n'existaient pas, voilà tout, et vous n'aurez avec eux aucune relation. Divers mouvements gravitent autour de l'extrême droite, souvent groupés sous le nom de Ligue. Outre les volontaires nationaux jeunes du colonel Delarocque, les jeunesses patriotes de Pierre Tétinger, le faisceau de Georges Valois, Solidarité française de François Coty, les francistes de Marcel Bucard. Ces derniers, dont il est maintenant prouvé qu'ils sont subventionnés par l'Italie fasciste, se défendent eux aussi de tout antisémitisme. Pourtant, en 1937, un tract de l'organisation affirme que les Juifs se sont emparés des 2/3 de la richesse française. Sur 1000 Juifs, il y a 600 capitalistes et spéculateurs, alors que sur 40 000 Français il n'y a qu'un capitaliste. Pour faire payer les riches, il faut faire payer les Juifs. Pour bien comprendre la question juive, lisez le Franciste. L'antisémitisme politique. En juin 1936, à la tête du Front populaire, Léon Blum arrive au pouvoir. L'antisémitisme se déchaîne. L'antisémitisme politique ne date pas de cette époque. L'appartenance au judaïsme de tel ou tel homme politique a depuis longtemps été utilisée comme argument par ses adversaires. En 1925, Maurras menace Abraham Schramek, ministre de l'Intérieur. « Votre race, une race juive dégénérée, vous a chargé d'organiser la révolution dans notre patrie. Nous vous tuerons comme un chien, j'en donne ici l'ordre. » Les campagnes électorales de Georges Mandel en Gironde suscitent, chez ses adversaires, un antisémitisme exprimé de manière virulente. Mandel n'est point juif pour rien, écrit à la une le journal du Médoc. On sent percer dans ses paroles et ses actes la plupart des traits caractéristiques de sa race. Pour cette raison, il ne ressemblera jamais à un Médocain. Électeur de la Gironde, lit-on dans un tract, si vous êtes catholique, votez pour un catholique, si vous êtes communiste, votez pour un communiste. Mais si vous êtes français, ne votez pas pour Mandel. Plus simplement conclut un autre tract, halte là, sale juif. De même, lorsqu'en 1932 Pierre Mendès France, que l'Action française appelle Mendès Jérusalem, est candidat dans l'Heure, un journal écrit « La race est plutôt errante et peu sédentaire. Je ne crois pas qu'il compte beaucoup d'agriculteurs, chez nous on n'en connaît pas. » Et cela crée une défiance spontanée contre les hommes qui ne s'attachent nulle part. 4 ans plus tard, l'adversaire de Mendès France s'exclame « Il n'y a pas un seul juif parmi les agriculteurs normands. Pourquoi en choisirait-il un pour les représenter ?» Dans les années 1920 et 1930, nombreux sont les candidats qui se réfèrent explicitement à l'antisémitisme. Candidat national-socialiste anti-juif aux élections municipales de Paris, candidat anti-juif et anti-maçon aux élections législatives, encore à Paris. Nombreux sont aussi les journaux, les mouvements qui dans leur intitulé même se réclament de l'antisémitisme. La Rafale anti-juive, l'anti-juif, les jeunesses anti-juives, le Front anti-juif, le Comité anti-juif de France, le Rassemblement anti-juif de France, la Ligue anti-juive. Le centre de documentation et de propagande qui rassemble la documentation antisémite diffuse, en 1936, 1 800 000 tracts, 95 000 livres et brochures, 425 000 papillons. Mais c'est Léon Blum lui-même, dont la presse antisémite prétend qu'il s'appelle en réalité Karl Fulkenstein, qui cristallise les passions exprimées sans retenue avant même son arrivée au pouvoir. Lors des manifestations du 6 février 1934, Solidarité française, la plus active des ligues, affiche un placard. Daladier vous mène comme un troupeau de foire au Blum, au Kaiserstein, au Sweinkopf et autres Ziromski, dont le nom bien français est tout un programme. La France aux Français. Monsieur Léon Blum n'est ni du Nord, ni du Centre, ni de l'Ouest, ni du Midi de la France, écrit « Je suis partout » lorsque Blum est candidat à l'élection législative de Narbonne. De quelle famille se réclame-t-il? À quelle terre se rattache-t-il 90? Léon Blum n'a pas assez de terre française à ses souliers. Ce thème, inauguré par Caillot, est sans cesse repris par la presse antisémite. Lors de la constitution du ministère Blum, le Charivari publie une chanson. Il y a tout un stock, d'Abramovitz et de Bloch, 10 Lévy et même plus, et 2 douzaines de Dreyfus. Au Conseil des ministres, quand Léon Blum fait un speech, l'interprète enregistre son discours en yiddish, dans ce cabinet marrant, pas de Dupont ni Durand, rien que des Iscariotes, un cabinet? Non des CH? Plus vulgaire encore? Non, citoyen Blum, tu n'as jamais été et tu ne peux pas devenir un de nos concitoyens. Car il te manque quelque chose. Du sang de poilu, et autre chose.
Le mal, c'est le juif dans les affaires publiques, finit par conclure la presse antisémite. Grâce à Léon Blum, nous l'avons compris. Donc, va-t'en, sale juif, quitte notre sol, va retrouver tes frères en Palestine. S'il s'agit là de tracts, de chansons, d'articles satiriques souvent anonymes, beaucoup plus graves sont les déclarations ou les écrits de responsables politiques ou d'hommes d'influence. Quelques semaines avant la victoire électorale du Front populaire, Léon Blum est victime d'un attentat. Il ne suffit pas à désarmer Maurras. Les maîtres juifs, écrit-il, oublient de quelle indulgence ils ont bénéficié ces derniers temps. À bas les juifs. Ceux qu'on avait le tort d'admettre à égalité affichent une ridicule ambition de nous dominer. Lors de la présentation à la chambre du gouvernement Blum, Maurras titre son éditorial « Le ministère du juif Blum fait son entrée ». La déclaration la plus solennelle, souvent citée, est celle faite à la tribune de la Chambre par Xavier Vallat, immédiatement après le discours du nouveau président du Conseil. Elle paraît au journal officiel le 7 juin 1936. Votre arrivée, Monsieur le Président, est incontestablement une date historique. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif. Pour gouverner cette nation paysanne qu'est la France, il vaut mieux avoir quelqu'un dont les origines, si modestes soient-elles, se perdent dans les entrailles de notre sol qu'un talmudiste subtil. 2 ans plus tard, lors du second gouvernement Blum, des incidents violents éclatent à la Chambre, on entend les cris « La France aux Français » et « Mort aux Juifs ». À la déclaration de Vallat fait écho la motion déposée le 4 juin 1936 au Conseil général de la Seine par Darquier de Pellepoix, elle aussi souvent citée, considérant qu'il est temps de mettre un terme à la liquidation de la France, considérant qu'il y a lieu d'être particulièrement en garde contre les Juifs, nation errante chez qui se recrutent les courtiers internationaux de l'anarchie politique et de la puissance financière vagabonde, considérant que l'éducation nationale, la solidité même de la famille française ont été et sont fortement influencées par l'intervention des Juifs, parlementaires, écrivains, hauts fonctionnaires etc., dans le but d'obtenir l'asservissement et l'abêtissement des Français, affirme sa volonté d'obtenir des pouvoirs publics, la promulgation d'un statut particulier réglementant pour les Juifs le droit de vote, l'éligibilité et l'accession aux fonctions publiques. Le même Darquier de Pellepoix qui sera quelques années plus tard, commissaire général aux questions juives, fonde le Rassemblement anti-juif de France qui veut rendre la France aux Français par une lutte implacable contre la coalition des internationales juives, maçonniques et marxistes, apprendre aux Français que tous les Juifs sont, de leur propre aveu, membres d'une nation étrangère, obtenir qu'ils soient privés des droits afférents à la nationalité française et ne puissent plus, en conséquence, être électeurs, éligibles, fonctionnaires, soldats, etc. 101. Si ce sont là les plus connus des attaques explicitement antisémites contre Blum et son ministère, d'autres, moins connus, sont innombrables. Un métèque va diriger un pays essentiellement catholique, déclare un député conseiller municipal, et c'est la première fois depuis que la France est la France. Le président de l'Association nationale des officiers combattants s'en prend nommément à Léon Blum et à cette racaille d'Orient campée de fraîche date sur notre terre. Qu'on n'imagine pas que l'antisémitisme politique des années 30 soit l'apanage d'une extrême droite marginale. Candidat contrario à la présidence de la Chambre du Front populaire, Vallat recueille 150 voix. Ni les grands leaders politiques, ni les radicaux, ni les communistes, ni les socialistes ne sont exempts de déclarations, d'allusions ou de plaisanteries antisémites. Briand, doutant de la possibilité que Mandel puisse devenir président du Conseil, avait déjà dit quelques années auparavant « La France est un pays catholique. Elle n'accepterait pas un Israélite à la tête du gouvernement. » Un journal radical parle à propos de Blum d'une doctrine orientale qui n'est pas de chez nous. Un autre écrit « MM. Léon Blum, Ziromsky, Grumbach, Jules Mock, Louis Lévy, etc. qui ont des patronymes qui sentent leur terroir à 10 lieues à la ronde. » Un autre encore qualifie Blum de rabbin miraculeux. L'Humanité attaque la tribu cosmopolite Rothschild et publie des caricatures explicitement antisémites. Torres parle des doigts longs et crochus du chacal Blum. À la SFIO même, les opposants à Blum, D.A. Marquet, Paul Faure, utilisent volontiers des arguments antisémites, parlent de la dictature juive sur le parti, disent qu'autour de Blum il n'y a plus que des juifs, les Blumel, les Grumbach, les Bloch, les Mock, accusent Blum de vouloir faire tuer des millions d'hommes,
détruire une civilisation pour rendre la vie plus facile aux 100 000 juifs des Sudètes. Les adversaires de cet antisémitisme lui accordent volontiers des circonstances atténuantes. François Mauriac, qu'on ne peut guère soupçonner de complaisance à l'égard des thèses antisémites, écrit pourtant que les Juifs ne peuvent pulluler partout où l'un d'entre eux s'est introduit sans éveiller la haine. Mounier répond vigoureusement à un numéro spécial de Je suis partout intitulé « Les Juifs et la France » et s'attaque à un antisémitisme qu'il juge d'origine étrangère. Il trouve néanmoins que Blum a multiplié imprudemment dans son entourage cette sous-section de politiciens que sont les politiciens socialistes juifs. Stanislas Fumet condamne le racisme au nom du catholicisme, mais admet que les nations soient fondées à se défendre du pourcentage excessif d'Israélites dans les postes les plus élevés, et, par exemple, ont le droit de s'effaroucher quand un Léon Blum fait appel pour constituer son ministère à une proportion disproportionnée de l'élément juif. C'est là un défaut de discrétion, un manque de tact propre à un certain judaïsme. Il est possible qu'un numerus clausus ne soit pas un arrangement à rejeter. L'antisémitisme dans la société française. Qu'on n'imagine pas non plus que l'antisémitisme, explicite ou larvé, virulent ou modéré, soit l'apanage de quelques individus ou de quelques groupes marginaux. Le discours anti-juif est largement répandu dans la société française. Il n'est pas dans mon propos de m'étendre sur l'antisémitisme de Céline. Il est pourtant difficile de ne pas citer ici quelques extraits de ses pamphlets, dont la réédition est aujourd'hui interdite et qu'il est difficile de trouver, même dans les librairies spécialisées et les bibliothèques universitaires. Bagatelle pour un massacre est paru en 1937 et L'école des cadavres en 1938. Il n'existe en tout au monde qu'une seule vraie internationale, c'est la raciale tyrannie juive, bancaire, politique, absolue. Une véritable internationale, bien intégrale, bien intriquée, bien inflexible, bien sinueuse, horrifiée, racleuse, soupçonneuse, criminelle, angoissée, insatiable, toujours en conquête, jamais assouvie, jamais somnolente. Le juif est le roi de l'or, de la banque et de la justice, par homme de paille ou carrément. Il possède tout. Presse. Théâtre. Radio. Chambre. Sénat. Police. Rien de plus juif que le pape actuel. De son vrai nom Isaac Ratiche, il s'agit du cardinal Achille Ratti couronné sous le nom de Pie XI. Le Vatican est un ghetto. Le secrétaire d'État Pacelli, aussi juif que le pape. Il s'agit du futur Pie XII. Roosevelt n'est que l'instrument cabotin des grands juifs. Il aime pas les juifs, Hitler, moi non plus. Je préférerais 12 Hitler plutôt qu'un Blum omnipotent. Alors tu veux tuer tous les juifs ? S'il faut des veaux dans l'aventure, qu'on saigne les juifs. C'est mon avis. Si je les paume avec leur charade en train de me pousser sur les lignes, je les buterais tous et jusqu'au dernier. Il serait aujourd'hui, dans la République des lettres, malséant et culturellement incorrect de mettre en doute le génie de Céline, inconditionnellement et unanimement reconnu, et de ne pas s'associer à la dévotion générale. On l'encense, on le cite, on l'enseigne dans les écoles, on le déclame dans les théâtres avec force roulement d'yeux et moue gourmande, on publie sa biographie, on achète à prix d'or ses manuscrits, on analyse ses pamphlets ligne par ligne. On essaie de dissocier le romancier du pamphlétaire haineux. Pourtant, écrit Pierre Assouline, si on prend, on ne laisse rien. Le même homme est à l'origine de toute l'œuvre, une et indivisible. Si on lui trouve du génie, on ne peut faire l'économie de l'abjection, des vomissures, de la haine. De même, Régis Tettamanzi pense impossible d'établir une distinction rigoureuse entre l'écrivain Louis-Ferdinand Céline, créateur de génie, et l'individu des touches, auteur de pamphlets abjects. Distinction piquante, si l'on considère qu'une part non négligeable de l'effort de Céline n'a cessé de porter dès la réception de Voyage au bout de la nuit sur l'estompage des frontières entre l'homme privé et l'écrivain public. J'avoue quant à moi que, pris de nausée en présence de l'abjection des vomissures, de la haine, je n'arrive pas à apprécier le génie du romancier. On constate que les pamphlets ne sont pas seulement antisémites, ils ne forment pas seulement un vaste palimpseste de la haine anti-juive. On présuppose que Céline lie de manière indissoluble pacifisme et antisémitisme, alors que lui-même déclare écrire non pas un livre contre la guerre mais sur les Juifs. On affirme, mais est-ce exact, que Céline s'est apparemment retirée de la lutte anti-juive à partir de 1940, peut-être par la conviction que ses pamphlets précédents avaient fait le tour de la question ?
On essaie, à cause même de ses outrances, de ne pas prendre au sérieux son délire obsessionnel. On trouve une puissance comique à certaines de ses pages les plus délirantes. Surtout, on essaie de banaliser son antisémitisme. Céline se contente de reprendre un fond de stéréotypes et de poncifs hérités des théoriciens du XIXe siècle. On trouve dans ses manuscrits des textes repris intégralement de brochures de propagande, découpés et collés. Pour comprendre l'antisémitisme de Céline, écrit son biographe Gibault, il faut rappeler qu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'antisémitisme était considéré comme une chose ordinaire, un sentiment ou une option dont personne ne songeait à se cacher. En effet, sans aller jusqu'au délire célinien, les intellectuels les plus distingués ne se privent pas de proclamations ou de réflexions antisémites. Giraudoux, le subtil auteur de La guerre de Troie n'aura pas lieu, d'Ondine et d'Amphitryon 38, fait paraître en 1939 Plein pouvoir, livre dans lequel il soumet ses réflexions de commissaire général à l'information du gouvernement Daladier. Dans l'équipe, des hommes d'État qui prétendent à la conduite de la France, écrit-il, celui à qui il conviendra de tresser des couronnes sera le ministre de la race. Le pays ne peut être définitivement sauvé que par la race française et nous sommes pleinement d'accord avec Hitler pour proclamer qu'une politique n'atteint sa forme supérieure que si elle est raciale. On peut aussi citer Roger Martin Dugard qui juge les Juifs simiesques, Pierre Benoît qui les trouve disgraciés, Jacques de Lacretelle qui les traite de pitoyables animaux de cirque, Jouandeau de spéculateurs éternels de sang chrétien, Gide qui considère que les qualités de la race juive ne peuvent que fausser et corrompre gravement, intolérablement, l'identité et la race de la littérature française. Plusieurs décennies plus tard, on peut s'interroger sur l'impact réel de cet antisémitisme politique et littéraire sur l'ensemble de la société française. Les éditoriaux de l'Action française étaient-ils vus comme autrement que polémiques ? Qui lisait Jouandeau ou Jacques de Lacretelle ? Les plaisanteries antisémites étaient-elles prises plus au sérieux que celles sur la prétendue avarice des Auvergnats ou la prétendue paresse des Provençaux ? Certes, il faut se défier de tout angélisme. Il ne faut pas oublier que Vichy, en utilisant les Juifs comme bouc émissaire, s'est probablement appuyé sur un terreau antisémite. Il ne faut pas méconnaître que le statut des Juifs n'a guère suscité de protestation. Néanmoins, les médecins non-juifs avec lesquels je me suis entretenu ont été très étonnés des articles de journaux et des passages de livres que je leur ai lus. Je ne prétends pas qu'il s'agisse d'un échantillon représentatif. J'ai conscience que les événements ultérieurs et les nombreuses années écoulées ont pu provoquer une reconstruction des souvenirs. Quoi qu'il en soit, dans mon village poitevin de 150 habitants, personne n'avait jamais entendu parler des Juifs, m'a dit André Mettet. J'ignorais l'existence des Juifs. Au lycée, à Poitiers, j'ai eu un professeur de mathématiques qui s'appelait Dreyfus. Je n'ai jamais supposé qu'il pouvait être juif. Oui, bien sûr, j'avais entendu parler de l'affaire Dreyfus, c'était au programme d'histoire, mais je ne faisais pas le rapprochement. Vous avez déjà vu un juif ? Demande un villageois tourangeau à Henri Russac. Montrez-moi un. Moi, les juifs, je les sens, déclare Peter éremptoirement à Henri Rosenscher, l'un de ses camarades. Pourquoi ? Ils sentent mauvais ? Mais alors sans moi. Clément Fauré a passé son enfance dans un village perdu au fin fond de la Sarthe, où ses parents étaient instituteurs. Dans nos campagnes, dit-il, les Juifs on ne savait vraiment pas ce que c'était. Quand je suis arrivé à Tours comme étudiant en médecine, juif ou pas juif, les étudiants en médecine, on ne voyait pas la différence. Peut-être y avait-il quelques fils de bourgeois qui avaient une éducation différente et qui faisaient une certaine distinction. Bernard Pierrequin était d'un milieu tout à fait traditionnel, d'une famille catholique de bourgeoisie moyenne. Je n'ai jamais entendu, dit-il, de propos antisémites autour de moi. C'est un problème que nous ne connaissions pas. Nous avions tous des amis juifs très proches. Je me suis amusé, il y a quelques années, à faire une liste de tous nos amis juifs. Il y en avait beaucoup. La notion de judéité de ses amis n'avait pas une réalité vécue. Il y avait des catholiques, des protestants, des juifs. C'étaient des gens avec qui on vivait, comme avec les autres. Je me souviens que ma sœur et moi, quand nous avions 12 ou 13 ans, nous avions une copine de vacances qui était juive, nous avions passé l'été sur les rochers à essayer de la convertir.
Nous étions de bons catholiques et nous étions certains de vouloir l'emmener sur le bon chemin, mais nous n'avions, comment dire, aucune répulsion. Quant à la politique, nous n'étions pas influencés par l'Action française, je ne me souviens pas d'avoir vu sur les tables de ma famille un numéro du journal. C'étaient des gens d'une droite modérée bourgeoise. Blum, pour eux, était un vilain socialiste, mais je n'ai jamais entendu parler de lui en tant que juif. Philippe Monod Broca savait que l'Action française s'attaquait au protestantisme, et tout particulièrement à la famille Monod, mais je dois dire, précise-t-il, que dans mon environnement l'Action française, ce n'était pas très sérieux. Gabriel Richet était volontaire national, c'était le nom des Jeunes Croix de Feu, mouvement qui, du moins en France métropolitaine, se défendait de tout antisémitisme. Nous étions, dit-il, des jeunes gens peu politisés, des jeunes gens de bonne volonté qui voulions améliorer le fonctionnement de la France en général en pensant qu'il y avait beaucoup à faire dans tous les domaines. Quant à Jack Bayet, il a découvert l'antisémitisme lors d'un échange scolaire en Allemagne. Il constate avec surprise qu'un garçon ne se rend pas à une cérémonie patriotique à laquelle assiste toute la classe. Ich bin der Jude, lui dit-il. Je suis le juif, c'est-à-dire le seul juif maintenu dans cette classe du fait du numerus clausus. Les Juifs de France face à l'antisémitisme. Venons-en maintenant à la situation et à l'état d'esprit de la judéité française. Elle est plus divisée que jamais. Des dizaines de milliers d'immigrés sont venus d'Europe orientale et, plus récemment, d'Allemagne après l'arrivée au pouvoir d'Hitler et après la nuit de cristal qui, en représailles de l'assassinat à Paris par un jeune juif polonais d'un conseiller à l'ambassade d'Allemagne, jette à la frontière des milliers de juifs. Après l'Anschluss, c'est d'Autriche qu'arrivent les réfugiés, après Munich, des Sudètes, après le démembrement de la Tchécoslovaquie de Bohême. Ils pensent avoir trouvé un havre dans la France de l'abbé Grégoire et de la Déclaration des droits de l'homme. Ayant dû le plus souvent abandonner tous leurs biens, ils luttent pour leur survie quotidienne. Les dirigeants israélites français sont dans un grand embarras. Certes, ils ne peuvent refuser de secourir ces réfugiés démunis ayant échappé à un grand péril. Ne sont-ils pas leurs coreligionnaires? Leurs frères? Les comités de bienfaisance se multiplient mais à vrai dire, l'accueil n'y est pas toujours fraternel. Une fois par semaine, écrit un journal juif, le réfugié doit venir toucher son allocation. On lui donne un numéro, mais il attend 4 heures, 5 heures que son tour vienne. Ils sont là 100, 200 qui attendent. Il faut reconnaître que ces juifs sont bien voyants, et que leur afflux ne peut que déclencher une vague d'antisémitisme. Actuellement, écrit un lecteur à la Tribune juive, certains quartiers sont littéralement envahis par des Israélites immigrés, et ce ne sont que des conversations bruyantes en yiddish ou en judéo-espagnol. Tout cela se caractérise par un manque total du tact le plus élémentaire. Le fait d'avoir été victime d'un pogrom ne saurait en aucune façon conférer ipso facto à chacun des membres de l'innombrable multitude des Juifs immigrés le droit de s'étaler en France, d'une manière débordante et justement apte à provoquer des crises violentes d'un antisémitisme mal endormi. Les termes employés ne laissent guère de doute sur les sentiments du lecteur du journal. On prodigue donc des conseils de discrétion à ces réfugiés. On édite une brochure à leur intention. Ce qu'un réfugié doit savoir. Ne faites pas de politique. Surveillez votre tenue. Soyez poli et discret. Soyez modeste. Ne vantez pas les qualités du pays que vous venez de quitter. Apprenez vite à vous exprimer en français. Ne parlez pas à haute voix et si vous parlez une langue étrangère, évitez de le faire en public. D'ailleurs, même quand ils parlent français, ils ont un accent déplorable pour tout dire, la Grande Guerre n'est pas loin, un accent boche. Et il n'y a pas que l'accent. Ils sont trop bruyants, trop convaincus de la supériorité de la civilisation allemande, bref de véritables boches. En outre, la présence de ces réfugiés risque d'aggraver le chômage. Nous ne sommes pas, écrit l'univers israélite, de ceux qui admettent à la légère l'hypothèse de la venue de 50-100. On a même prononcé le chiffre de 200 000 juifs allemands sur le sol français. Aucun pays n'a le pouvoir de déverser, par la persécution organisée, une proportion de ses ressortissants sur le sol de ses voisins. Que des juifs allemands errent dans les rues parisiennes, que des travailleurs français se heurtent à des places prises sans discernement par des Allemands, et les plus redoutables malentendus peuvent naître. Les Israélites français se veulent donc très différents de ces immigrés polonais ou allemands,
parlant mal le français, exerçant souvent des activités marginales ou tributaires de la charité publique. Eux sont fiers d'une francité ancienne, de leur intégration complète à la société française. Le père a fait la Grande Guerre, et en est revenu décoré de la Croix de guerre. Le grand-père a été garde mobile en 1870. Le grand-oncle a été décoré par MacMahon en Crimée. L'aïeul a reçu la citoyenneté française sous la Révolution. La famille habite tel village d'Alsace depuis des temps immémoriaux. Les inscriptions tombales l'attestent. Plus récemment, après la guerre de 1870, elle a opté pour la France et est venue s'établir à Paris. Elle est étroitement liée à la grande bourgeoisie. On ne compte plus parmi les proches, les grands commis de l'État, les professeurs à la Sorbonne ou au Collège de France, les doyens de la faculté de droit. Oui, vraiment ils se sentent très différents de ces juifs polonais ou roumains. Les témoignages en ce sens sont unanimes. Robert Debré est le fils du grand rabbin de Neuilly, Simon Debré. Sa famille est alsacienne et lorraine depuis de nombreuses générations, et a choisi la France après 1870. On accueillait avec une charité un peu réservée et même un peu hautaine, écrit-il, les Juifs trop souvent mendiants venus de Pologne ou de Russie chercher un asile sur une terre généreuse. Mon père ne tenait pas du tout, précise sa fille, à se distinguer des Français non-juifs. On lui reprochait de vouloir oublier qu'il était israélite. Daniel Schwartz est le fils d'Anselme Schwartz, chirurgien des hôpitaux de Paris, estimé et respecté, qui a quitté son Alsace natale pour venir à Paris faire ses études de médecine. Il lui a fallu pour cela vaincre la résistance maternelle, et enfermé au grenier, faire la grève de la faim. Pour nous, me dit Daniel Schwartz, c'est vrai, les Juifs étrangers, ce n'était pas tout à fait comme les Juifs français. Nous étions un peu égoïstes, nous nous disions que cela allait créer de l'antisémitisme. En plus, ajoute son épouse présente à l'entretien, ces Juifs venaient d'Allemagne. Ceux qui parlaient français avaient un accent boche qui était insupportable pour les Français que nous étions. L'épouse du docteur Louis Lioncan considère elle aussi ces Juifs allemands avec réticence et même avec une certaine répulsion. À ses yeux, ce sont des Allemands plutôt que des Juifs. Un cousin de Jacques Hulmin épouse une jeune Juive allemande réfugiée en France. Scandale dans la famille pour laquelle les Juifs allemands sont des boches. Ces réfugiés, dit Jean Nora, c'est vrai, ils étaient allemands et pour la génération de mon père, être allemand ce n'était pas une recommandation. Juliette Blum est d'une famille alsacienne et habite Mulhouse. Il y avait des immigrés qui faisaient de la mendicité, du porte-à-porte. Ils étaient extrêmement mal vus par nous. Ceux qui travaillaient, qui avaient été cordonniers ou tailleurs dans leur SHTETL, la bourgade juive d'Europe centrale, ne donnaient pas une mauvaise image des Juifs, de même aussi que les intellectuels. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça tout de même. En Alsace, ajoute le mari de Juliette, il y avait une véritable aristocratie juive qui considérait les immigrés comme des êtres d'une autre catégorie. Moi, qui suis fils d'immigrés polonais, j'ai eu beaucoup de chance qu'une jeune juive alsacienne ait accepté de m'épouser. Il a dû y avoir des discussions dans sa famille. Henri Sinat, le mari de Juliette Blum, a été ingénieur des ponts et chaussées, et a terminé sa carrière à un poste très élevé. Francis Rey, dont le nom original est Rey, chevreuil en allemand, est le fils d'un médecin strasbourgeois fort connu. Sa famille est strasbourgeoise au moins depuis le XVIIe siècle. Un juif alsacien était français à 100%, dit-il. Ce n'était pas le cas de ceux qui venaient de Pologne ou d'ailleurs. Jacques Wolf est issu du côté paternel, d'une famille juive alsacienne qui a choisi la France après 1870. Du côté maternel, sa famille a quitté Toul pour Poitiers au XVIIIe siècle. Lui non plus ne se sent en rien différent des autres Français. La famille Lévy-Decker vit près de Belfort depuis plusieurs siècles. La famille Strauss habite un village du Bas-Rhin depuis le XVIIIe siècle. Claude Strauss qui, après avoir commencé des études de médecine, se consacre à la poésie sous le nom de Claude Vigée, ne se sent en rien différent des autres Français. Ses parents, ses grands-parents se considèrent comme des citoyens français de croyances mosaïques, guère différents des autres citoyens français. La famille de Jacques Camp est lorraine depuis de nombreuses générations. D'un petit village proche de Metz où il est né, son grand-père maternel a rejoint la Meuse française en 1871. L'appartenance sans réserve de la famille à la communauté française ne fait aucun doute pour personne.
Jacques Ullmann est issu d'une longue lignée de Juifs de Haute-Alsace du côté paternel, de Lunéville et de Strasbourg du côté maternel. Quand on demande au lycée au jeune Jacques s'il est juif, il répond « Non, je suis israélite ». La famille d'André Quin est originaire de Folquemont en Moselle. Le père d'André Quin, Sylvain, a gagné Paris pour ne pas être incorporé dans l'armée allemande, c'est la tradition familiale, suivie par tous les frères Quin. Les Juifs alsaciens, écrit Joseph Weil, crurent efficace d'ériger comme un rempart contre la montée de l'antisémitisme leur sentiment patriotique réel, l'ancienneté de leur enracinement dans la nation, la continuité de la lignée de leurs ancêtres. Ils se bercèrent dans le rêve sécurisant de leur totale assimilation, et s'appuyèrent sur les actes de bravoure nombreux de leurs parents ou les leurs propres pendant les guerres de la Révolution, de la Crimée, de 1870 et de 1914, les décorations gagnées sur les champs de bataille, leurs parchemins et leurs titres. La famille paternelle de Reine Lévy-Valency est originaire d'Algérie. Sa famille maternelle est française depuis la Révolution. Les tombes de ses ancêtres sont visibles au cimetière Montmartre. Ma famille était terriblement assimilée. Je dis terriblement, car cela semble énorme d'être assimilé à ce point-là. Nous ne nous posions aucun problème sur notre appartenance à la nation française. Mon père était chauvin. J'ai été élevé dans une atmosphère de chauvinisme. Ce chauvinisme est encore plus marqué en effet chez les Juifs algériens, reconnaissant à la France de leur avoir accordé la citoyenneté 2 générations auparavant, que chez les Juifs alsaciens et lorrains. La position de mon père, dit Jean-Pierre Benamou, c'était l'intégration. Nous sommes Français de confession israélite. Il n'était pas profondément ancré dans la communauté juive d'Alger. Tout ce qui était juif, il n'y était pas très favorable. Il s'estimait français à part entière. Le plus beau pays du monde, c'était la France, la plus belle ville, Paris. Nous adhérions complètement à cela, sans le moindre esprit critique. Les enfants d'immigrés, nés en France, ne le cèdent en rien aux Israélites français, ni d'ailleurs souvent les immigrés eux-mêmes. Mes parents, raconte la fille d'Eugène Minkowski, nous disaient que la France est un pays de liberté. C'est pour cela qu'ils avaient choisi d'y vivre. Alexandre Minkowski s'enchante par une poésie intitulée Le coq. Il est sûr qu'il s'agit du coq gaulois, il s'obstine à vouloir descendre des Gaulois. Il est un enfant de Verdun où son père a combattu. Il accompagne son père aux réunions d'anciens combattants qui raniment la flamme sous l'Arc de Triomphe. Il ressent toute son enfance et son adolescence un amour immodéré de la France qu'il veut servir. Le patriotisme des enfants d'immigrés est d'autant plus vif que la méritocratie républicaine et souvent l'aide de citoyens français ordinaires leur a permis une promotion sociale rapide. Ils en sont reconnaissants à la France. Le père de Victor Kivenko est un petit artisan. Victor sera médecin. Le père d'Henri Rosenscher tient un petit atelier. Henri fait des études de médecine et de physique, très aidé par l'appui et les conseils du professeur Coton, prix Nobel de physique. Le père de Georges Kouchner est ferblantier. Georges sera médecin. Le père de Léon Schwarzenberg tient un petit commerce de bonnetterie. Les 3 fils sont étudiants. Le conférencier d'Esther Kowalska la prépare gratuitement à l'externat. Gershon Rosenblum est casquetier. L'un de ses fils est remarqué par son instituteur, qui insiste auprès des parents pour qu'il l'envoie au lycée plutôt qu'aux cours complémentaires. Il lui donne bénévolement des leçons particulières et propose de financer ses études supérieures. Edward sera polytechnicien. Le père d'Henri Sina est ferblantier. Sina veut dire fer blanc en polonais. L'instituteur remarque le jeune Henri, convainc son père de l'envoyer au lycée et lui donne bénévolement des leçons de latin et d'anglais pour qu'il entre directement en 4e. Au lycée, le professeur de mathématiques prédit à cet élève doué qu'il entrera à Polytechnique. Henri demande à ses camarades ce qu'est cette école au nom bizarre. Il deviendra ingénieur des ponts et chaussées. Les parents de Georges Shapira parlent russe et yiddish. Son père a fait ses études en allemand. L'instituteur remarque le jeune Georges et l'emmène avec lui à la campagne pour le perfectionner en français. Georges entrera au lycée Charlemagne et deviendra professeur à la faculté de médecine de Paris. Cet amour de la France chez les Juifs immigrés comme chez les Israélites français s'accompagne souvent d'un rejet de l'observance religieuse et d'un éloignement par rapport au milieu juif. Parfois les grands-parents sont restés très pratiquants, on est un peu agacé, mais pour leur faire plaisir, on observe les grandes fêtes religieuses.
On s'affirme comme juif mais il s'agit d'une sorte de fausse tradition plutôt gestuelle. Ou encore on fabrique, comme Alexandre Minkowski élevé par une nourrice catholique et très proche du milieu protestant, une sorte de syncrétisme judéo-chrétien. On prend soin de ne pas s'afficher, et on reste éloigné du milieu juif. Une attitude fréquente est une laïcité absolue sans aucune pratique religieuse et sans aucune éducation religieuse donnée aux enfants, parfois même un athéisme militant. André Quin n'a reçu aucune éducation religieuse. Il se marie avec une jeune fille juive. Il n'y a pas de cérémonie religieuse. Le père de la mariée est un vieux républicain laïque. Il était presque obscène dans ma famille de parler de Dieu, me dit la fille d'André Bloch. Lorsque j'ai voulu lire la Bible, mon père m'a dit que ce livre n'avait aucun intérêt et qu'il était inutile de le lire. Lorsqu'on parlait de Dieu, j'étais gênée. Je faisais un parallèle avec la sexualité. Il est des cas particuliers, par exemple celui de Joseph Weil dont le père est rabbin à Strasbourg, ou encore celui de Serge Lebovici qui a eu une enfance très pieuse à cause de l'influence sur son père d'un aumônier juif pendant la Grande Guerre. Autre cas particulier, celui du père de Robert Shapiro venu de Russie et qui partageait sa vie entre la France et la Palestine où il dirigeait l'exportation vinicole. Il avait une grande connaissance du judaïsme, mais était peu pratiquant. À l'inverse, il est des cas extrêmes. Alain Zuckman est né en Roumanie et chassé par l'antisémitisme, est venu en France après la Grande Guerre. Dans sa recherche d'une intégration parfaite, écrit son fils, il voulut effacer totalement tout ce qui pouvait rappeler la Roumanie et le judaïsme. Il ne retourna jamais dans son pays natal, même sous des prétextes touristiques. Il ne revit jamais ses parents ni les nombreux frères et sœurs qu'il avait laissés là-bas. Seuls ses prénoms, Itzik Sloim, conservaient un parfum exotique mais je ne sais pourquoi beaucoup de ses amis l'appelaient Alain et cela lui faisait plaisir. Il gomma tout ce qui pouvait rappeler son origine juive. Certes, dans son désir d'assimilation complète, il n'alla pas jusqu'à la conversion au christianisme, mais toute référence religieuse, même la plus bénigne, fut strictement bannie de sa maison. Ses enfants furent élevés dans une atmosphère de stricte laïcité. Lorsqu'il se retrouvait en contact avec le judaïsme au hasard d'une rencontre, il en paraissait incommodé. Certains, dans un désir d'adhésion totale à la francité, vont jusqu'à la conversion. Plus de 60 ans plus tard, Philippe Meyer se demande encore quelles sont les raisons qui ont poussé son père à se convertir et à faire baptiser ses enfants. André Meyer, qui est circoncis et a un deuxième prénom hébraïque, est issu d'une famille alsacienne ayant choisi le France après 1870. Ses ancêtres ont toujours servi la France. Un arrière-grand-père a été décoré par MacMahon pendant la guerre de Crimée. André Meyer épouse une jeune fille juive, elle aussi d'origine alsacienne. L'ambiance familiale est une laïcité totale. La conversion d'André Meyer est-elle liée à l'influence d'un ami de la famille, professeur à l'Institut catholique? À celle du milieu catholique environnant, ouvert et généreux? À l'ambiance professionnelle? Car une carrière médicale était probablement plus facile si on n'était pas juif? À une sorte de pressentiment des événements ultérieurs? Ou à un désir d'être totalement intégré dans la société bourgeoise? De n'être en rien différent des autres Français? Quoi qu'il en soit, André Meyer devient catholique pratiquant, ne manquant ni une messe ni une cérémonie religieuse. Comment l'antisémitisme était-il perçu dans leur famille et leur milieu? J'ai posé ces questions à mes interlocuteurs. Presque unanimement, ils ont répondu négativement parfois de manière très claire. Il n'y a pas eu d'antisémitisme en France pendant 40 ans, ou alors il était latent et caché. Parfois on introduit quelques nuances. Oui, ils avaient conscience que l'action française Les Camelots du Roi était antisémite, plus xénophobe qu'antisémite, mais c'était, disent-ils, des mouvements marginaux, des farfelus. Ils avaient bien conscience que dans l'ensemble, ces manifestations, ces cris hostiles, c'était là une mouvance qui ne leur était pas favorable. Ils avaient bien conscience qu'être juif ce n'était pas un plus. On ne se vantait pas d'être juif. Ils se souviennent de la plaisanterie d'un humoriste. Qu'est-ce que ça vous fait d'être juif? Ça me fait un EMM. Mais personnellement, ils n'ont jamais été en but à une manifestation d'hostilité si l'on accepte quelques bagarres de collégiens.
Daniel Schwartz raconte que la seule manifestation d'antisémitisme dont ils se souviennent est le chuchotement JF qu'on entendait en classe accompagnant la chute au sol d'une pièce de monnaie. C'est du même chuchotement JF que se souvient Jacques Ullmann, ainsi que de quelques plaisanteries antisémites. Jean-Louis Lévy, petit-fils d'Alfred Dreyfus, raconte: dans les années immédiatement avant la Deuxième Guerre mondiale, l'affaire Dreyfus était une affaire classée. Mon grand-père n'en parlait jamais à ses petits-enfants, pas un mot. Il y avait dans les grandes classes de lycée des garçons qui manifestaient leur sympathie pour l'Action française et éventuellement leur antisémitisme. Ce n'était pas gênant, ce n'était pas important, ça ne se manifestait pas vis-à-vis de moi. J'étais facilement choisi comme le bon juif. J'étais complètement francisé. Je peux vous raconter aussi que j'ai passé le bachot à côté d'un Dupaty de Clam, comme compagnon candidat. Les juifs immigrés ne ressentaient pas toujours un antisémitisme. Je savais, me dit Bernard Rosenblum, que rue des Rosiers les gars d'Action française se baladaient avec une canne et insultaient les passants, mais à Saint-Denis où j'habitais, il ne se passait rien. Les juifs français ne se sentaient pas concernés. Y avait-il donc de bons juifs et des moins bons? C'est ce que suggère peut-être le témoignage de Francis Ray. Mon père était médecin à Strasbourg. Pour ce qui concernait Strasbourg et l'Alsace, l'intégration juive était absolue, les juifs étaient parfaitement acceptés. Il y avait une cohabitation totale entre juifs et non-juifs. Mes parents avaient beaucoup d'amis non-juifs. Je parle du milieu bourgeois, qui était celui de mes parents. Je ne me souviens pas d'un quelconque acte d'antisémitisme. J'ai fait toutes mes études secondaires dans un gymnase protestant. J'y ai été admis sans la moindre difficulté, et je n'y ai ressenti aucun antisémitisme. Par contre, un jour est arrivé en classe un petit juif polonais. Son français était un peu accrocheur. C'était un petit gringalet. Lui par contre était terriblement chahuté comme juif. Je dois dire à ma grande honte, celle que je ressens aujourd'hui encore, que je ne l'ai jamais défendu. C'est vous dire que le juif alsacien était français à 100% alors que ceux qui venaient de Pologne ou d'ailleurs. Ce pauvre garçon était pratiquement exclu de la classe. Honteusement, je n'ai jamais montré mon poing en disant « Vous allez lui f la paix, nous sommes juifs tous les deux ». L'idée ne m'est pas même venue à l'esprit. J'étais à ce moment-là un garçon xénophobe, peut-être même antisémite. J'en fais mon mea culpa aujourd'hui à 82 ans. Non, l'antisémitisme n'était pas perçu vis-à-vis des juifs français autochtones. Les juifs polonais qui arrivaient en France étaient plus ou moins bien reçus. Dans notre famille bourgeoise patriotique, ils n'étaient pas perçus comme juifs. Ils ne donnaient pas l'impression de pouvoir ni de vouloir s'intégrer. Témoignage émouvant, raconté avec beaucoup de simplicité et de sincérité. Certes, il s'agit d'enfants ou d'adolescents, cet âge est sans pitié. Mais ici encore, l'état d'esprit des Israélites français vis-à-vis des Juifs immigrés est bien décrit, de même que celui des Français non-juifs vis-à-vis de ces deux catégories bien différentes. Irrésistiblement, on se reporte 150 ans en arrière. Lorsqu'en 1790 l'Assemblée constituante discute de l'émancipation des Juifs de France, la situation se présente de manière très différente pour les Juifs de Bordeaux et du Sud-Ouest d'une part et pour ceux d'Alsace et de Lorraine d'autre part. La nation juive portugaise de Bordeaux met son point d'honneur à n'être confondue avec aucune autre. Un Juif portugais de Bordeaux et un Juif allemand de Metz paraissent deux êtres absolument différents. Les Juifs de Bordeaux, craignant que les revendications de ceux de l'Est ne les privent des droits qu'ils ont déjà, écrivent « Nous osons croire que notre État en France ne se trouverait pas aujourd'hui soumis à la discussion si certains des Juifs d'Alsace, de Lorraine et des trois évêchés n'eussent fait naître une confusion d'idées qui paraît nous envelopper. » L'opposition est vive à l'Assemblée contre l'émancipation des Juifs de l'Est, et il s'en faut finalement de peu qu'elle ne leur soit pas accordée. Un autre témoignage me paraît particulièrement intéressant. C'est celui de Juliette Blum, j'habitais Mulhouse. Mon père était ingénieur et travaillait dans une usine de produits chimiques et de matières colorantes. Nous habitions l'usine. Tout près, il y avait une cité ouvrière que je traversais pour aller prendre mon tramway. Quand je passais, j'entendais en alsacien « Tiens, voilà la juive », ça ne me faisait pas plaisir. Bien sûr, j'étais mieux habillée que les autres enfants qui, eux, allaient à l'école communale alors que j'allais au lycée. Quant à Madame Schwartz,
les réflexions antisémites qu'elle a pu entendre étaient associées au fait que sa famille faisait partie des 200 familles, objet des attaques des journaux de gauche. Le regard sur les Juifs était-il donc lié à la classe sociale à laquelle ils appartenaient? Regard bienveillant de la bourgeoisie non-juive vis-à-vis de la bourgeoisie juive? Malveillant du prolétariat non-juif vis-à-vis de la bourgeoisie juive? Pour en revenir aux Juifs d'Alsace et de Lorraine, l'atmosphère est peut-être moins sereine dans les années précédant immédiatement la guerre qu'elle l'était auparavant. Les journaux antisémites, La Rafale, La Tempête, étalent de gros titres en caractères gothiques rouges et noirs. La population est sensibilisée par le fait que tous les Juifs fuyant l'Allemagne, l'Autriche ou la Pologne passent par Metz. Jacques Camp se souvient que dans sa classe, la moitié des élèves étaient des enfants juifs réfugiés. Joseph Weil parle lui aussi d'une atmosphère devenue lourde en Alsace, d'une tension sournoise après l'avènement du nazisme en Allemagne. 153 Lorsque Klemperer vient diriger un concert à Strasbourg en 1937, des groupes néo-nazis adressent des menaces par courrier et par téléphone et demandent l'annulation de la manifestation du musicien juif et de sa clique. Pour les Juifs d'Algérie, l'antisémitisme ne fait pas de doute. Je pense, me dit José Aboulker, que c'était dû au fait que c'était l'Algérie coloniale et qu'il y avait le racisme de base de la colonie. Un racisme en cultive volontiers un autre. En tout cas, on peut affirmer que l'antisémitisme était plus fort chez les Français d'Algérie que chez les Français de France. C'est une donnée admise par tout le monde. Je l'ai vécu par les récits de mon père, qui n'y parlait de l'époque où l'antisémitisme était une politique délibérée menée par des hommes politiques en Algérie, et où il y avait des candidats à la députation qui s'appelaient candidats antisémites. Quant à moi, j'ai ressenti ma vie de lycéen comme une vie où il y avait, en ce qui concerne l'antisémitisme, une tension fréquente sinon permanente. Je me souviens de propos antisémites de la part de tel ou tel professeur. Ils m'ont fait beaucoup souffrir. Mes autres interlocuteurs juifs d'Algérie ne démentent pas ces souvenirs. Revenons-en à la France métropolitaine, et à la disparité entre juifs immigrés et israélites français. Que faut-il faire? Bien sûr, ces réfugiés, il faut les aider au nom de cette solidarité qui s'impose à nous du fait de notre judaïsme, mais cette aide elle-même, pour être efficace, doit rester discrète. Les manifestations bruyantes ne font qu'aggraver le mal au lieu d'y porter remède. Il faut faire un effort de part et d'autre, entre les multiples éléments qui composent notre communauté, entre nos frères français depuis bien des générations et les immigrés, il y a le devoir d'une compréhension réciproque. Et cette compréhension n'existe pas toujours. Les réfugiés ont-ils accompli leur devoir? Accueillis avec empressement et sympathie, qu'ont-ils fait pour se montrer dignes de l'accueil et de l'hospitalité offerts par les cœurs généreux français? Ils ne paraissent pas comprendre qu'ils se doivent d'observer une retenue, une discrétion, je dirais même une prudence dont ils ne donnent pas le spectacle. Et d'ailleurs, ces réfugiés, ne peut-on pas les orienter vers d'autres pays? La Palestine? L'Angleterre? L'Amérique? Le judaïsme français doit percevoir l'importance de la terre d'abri ménager, du refuge matériel, moral et intellectuel qu'est la Palestine pour plusieurs milliers de juifs séculairement errants qui, là seulement, peuvent trouver ou retrouver une raison de vivre. La solution du problème juif dépend bien davantage de l'Angleterre et de l'Amérique que de la France qui a déjà fait à cet égard plus qu'aucun autre pays au monde et ne peut plus, de toute évidence, accueillir de nouveaux immigrants. L'embarras des dirigeants de la communauté juive française ne fait que grandir, d'autant plus qu'une tentative de rapprochement franco-allemand aboutit à la signature d'un accord lors de la visite à Paris du ministre allemand des Affaires étrangères von Ribbentrop à la fin de l'année 1938. Le problème juif est abordé, et l'accueil des Juifs allemands à Madagascar envisagé. Bien que, écrit au Matin, le grand rabbin de Paris Julien Weil, nul ne compatit SSE plus que moi, à la douleur et à la misère des 600 000 Israélites allemands, rien ne me paraît plus précieux et nécessaire que la paix dans le monde. À peu près simultanément, un certain nombre de dirigeants juifs n'hésitent pas à approuver les décrets-lois du gouvernement Daladier qui, en 1938 et 1939, réglementent le séjour des étrangers et refoulent les sans-papiers 162. Certes, cette attitude vis-à-vis des réfugiés n'est pas univoque dans la communauté juive. Mon père, témoigne Bernard Lioncan, avait beaucoup de sympathie pour les réfugiés juifs. Il avait la volonté de les aider.
Il citait souvent les propos de son propre père quand il entendait des amis dire « Ils en veulent trop, ils réclament. S'ils sont comme ça, c'est que nous devons l'être aussi un peu. » Il n'y avait dans ma famille aucune attitude de rejet. Les amis de mon père disaient « Il ferait mieux de se tenir tranquille. Ils sont trop nombreux, ça va augmenter l'antisémitisme, ça le rendait fou furieux. » Un parent de Rennes Lévy-Valency accueille et héberge des réfugiés dans son cabinet médical. La fille d'Alfred Dreyfus s'occupe beaucoup de juifs allemands, pour qu'ils ne soient pas contraints de faire du porte-à-porte et héberge pendant plusieurs mois une jeune universitaire qui s'étonne de voir la famille mener à Paris une vie aussi normale. La famille du rabbin Weil accueille à Strasbourg des rescapés des pogroms par une sorte de messianisme familial, et le jeune Joseph s'étonne de l'indifférence de ses camarades d'école. Quelques années plus tard, alors qu'arrivent de plus en plus nombreux des réfugiés juifs fuyant l'Allemagne nazie, le docteur Joseph Weil fonde avec quelques amis, dont plusieurs médecins, une association, la Centrale fédérative de la jeunesse juive du Bas-Rhin, ayant pour objectif de venir en aide à ces réfugiés, de favoriser leur départ en Palestine, de resserrer la solidarité parmi la jeunesse juive et de créer un mouvement d'autodéfense. Le docteur Weil installe une famille juive allemande réfugiée dans une propriété achetée à cet effet, et fournit le matériel agricole, le bétail et la basse-cour. Peu d'années plus tard, les colons ainsi recueillis seront accusés au moment de Munich de faire partie de la 5e colonne, ils seront internés à Gurs, la plupart d'entre eux seront déportés. L'association créée à Strasbourg proteste énergiquement contre l'attitude de certains dirigeants de la communauté juive française de même que la LICA, Ligue internationale contre l'antisémitisme. Plusieurs journaux s'indignent des déclarations au matin du grand rabbin Julien Weil et mettent en garde les Israélites français. Les antisémites n'admettent pas les distinctions. Hitler n'a pas fait la distinction ou plutôt il l'a faite en sens inverse. C'est vous les juifs français, 100% français, qui intéressez les antisémites. C'est à vous qu'ils pensent quand ils travestissent leur propagande sous le masque d'une propagande faite contre les étrangers indésirables. Léon Blum écrit à ce propos un article d'une haute tenue. Je ne verrai rien au monde de si douloureux, de si déshonorant, que de voir des juifs français s'appliquer aujourd'hui à fermer les portes de la France aux réfugiés juifs d'autres pays. Qu'ils ne s'imaginent pas qu'ils préserveraient ainsi leur tranquillité, leur sécurité. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qu'on ait acquis la sécurité par la lâcheté, et cela ni pour les peuples ni pour les hommes. Votre maison est peut-être déjà pleine, c'est possible, mais quand ils frappent à votre porte, vous leur ouvrez et vous ne leur demandez pour cela ni leur pièce d'état civil, ni leur certificat de vaccination. Il y a là un devoir d'humanité élémentaire. Ces phrases paraissent faire écho au lâche soulagement dont parlait Blum, quelques semaines auparavant, après les accords de Munich et encore davantage à Churchill. Ils ont préféré la honte à la guerre. Ils ont la honte. Ils auront la guerre. La montée des périls. Comment les Juifs de France perçoivent-ils ce qu'on a appelé depuis la montée des périls? Le cas d'Henri Brunswick est particulier. Il est allemand, son père est radiologue à Heidelberg. Le 1er avril 1933, les nazis arrivés au pouvoir quelques semaines auparavant, décrètent le boycott des magasins juifs ainsi que des médecins et des avocats juifs. 2 SA se postent devant la porte de la demeure familiale où se trouve aussi le cabinet paternel, porteur d'une pancarte « N'allez pas chez le juif ». Henri Brunswick prend le train pour Kehl, traverse le pont à pied et arrive à Strasbourg. Il y a des parents et des amis, car sa famille est d'origine alsacienne lointaine. Lorsqu'il raconte la réalité du nazisme, les interlocuteurs d'Henri n'en croient rien et pensent à une affabulation. Ne pouvant faire ses études en France, il s'inscrit à la faculté de médecine d'Amsterdam. Ses parents le rejoignent aux Pays-Bas. La famille Brunswick ne se fait donc aucune illusion sur l'évolution politique en Allemagne et considère la guerre comme certaine, d'autant plus que lorsque finalement Henri Brunswick obtient la nationalité française et décide de faire ses études médicales en France, le professeur néerlandais le met en garde. « Vous êtes fou, il va y avoir une guerre terrible. » D'autres ont eu l'occasion de voyager en Allemagne, ou de rencontrer des Allemands. Alexandre Minkowski, lors d'un séjour en Suisse, se lie d'amitié avec un jeune Allemand. Il ignore qu'il faisait partie des jeunesses hitlériennes.
Alexandre Minkowski éprouve de manière brutale ce que cela signifie lorsque son ami cesse tout contact avec lui. Henri Rosenscher rencontre de jeunes Allemands lors d'un camp en Belgique et prend conscience de la vie quotidienne sous le régime nazi. Claude Hertz séjourne, avant l'Anschluss, dans une famille aristocratique juive autrichienne. Il sent leur angoisse devant le péril nazi et l'attirance des Autrichiens pour l'Allemagne hitlérienne. Alexandre Ashkenazi découvre l'antisémitisme autrichien dès les années 1920. Francis Rey rend visite à des membres allemands de sa famille et ressent l'omniprésence policière. Robert Debré participe à 2 reprises à un congrès médical à Berlin, en compagnie de sa fille. Il y voit des SA bottés et casqués, des groupes de jeunes hitlériens débordant d'enthousiasme, des haut-parleurs vociférant des slogans, des commerçants juifs terrorisés. La guerre lui paraît inévitable d'autant plus que son oncle, Marc Trenel, pour lequel il a la plus grande estime, voit l'avenir sous le jour le plus sombre. Le jeune Jacques Kahn est à Sarrebruck avec ses parents à la veille du plébiscite qui va rattacher la Sarre à l'Allemagne. Il porte un béret marqué de l'inscription Île-de-France. Des gamins injurient la famille et lancent des pierres. Jacques Kahn se souvient encore d'une atmosphère oppressante de haine et de peur. Le docteur Joseph Weil est appelé en consultation dans le pays de Bade avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Il ressent l'apostrophe. Attitude agressive de nombreux jeunes en uniforme, reçoit des pierres sur sa voiture. Des Juifs allemands se réfugient en France et racontent la vie quotidienne dans l'Allemagne nazie. Au lycée Voltaire, Jean et Pierre Welfling ont des camarades de classe qui leur décrivent les circonstances qui ont motivé leur exil. À Janson, Jean Nora est inséparable d'un garçon plus âgé qui lui aussi a fui l'Allemagne nazie. Alain Zuckman rencontre, dans la banlieue parisienne, des Juifs échappés d'Allemagne. La famille de Juliette Blum et celle de Francis Rey voient passer par Strasbourg des cousins et des amis allemands qui leur racontent les exactions nazies et la situation horrible des Juifs de l'autre côté du Rhin, à 2 pas de la frontière. Une jeune femme juive allemande séjourne dans la famille Lévy et s'étonne de la sérénité et de l'inconscience parisienne. Un jeune juif allemand séjourne à 2 reprises dans la famille Schwartz. La première fois, il agace un peu par ses certitudes sur la supériorité de la culture et de l'avance technologique allemande. La deuxième fois, c'est en fugitif qu'il a quitté l'Allemagne après avoir été menacé d'un coup de couteau par un camarade. La guerre, dit-il, est inévitable. Hitler veut la guerre. La guerre ? Sa perspective hante tous les Français. Les souvenirs des tranchées et des hécatombes de la Grande Guerre sont très présents. L'occupation de la Rhénanie a déjà inquiété certains. Munich a apporté à d'autres le lâche soulagement, dont on a parlé. On a même bu du champagne dans certaines familles strasbourgeoises après le retour en ville de la population évacuée en presque totalité, tant la guerre paraissait proche. Mais beaucoup ont vu l'accord avec Hitler comme une capitulation, comme une catastrophe, a pensé André Bloch. La peur de la guerre et la certitude de sa survenue sont telles que plusieurs familles pensent à un abri. On installe les enfants à Montauban, on acquiert en Normandie une demeure loin d'une usine et loin d'une gare, on envisage un départ au Canada. Cette guerre, certains pensent que la France ne peut que la gagner. La France était la plus forte, pensait Jean Bernard. Notre Dieu ne permettra pas une victoire d'Hitler, dira encore le grand-oncle de Claude Strauss en juin 1940 alors que les chars allemands ont déjà traversé la Seine. Supposer que l'Allemagne fanatisée par Hitler puisse envahir et détruire les 3/4 de l'Europe occidentale y compris la France, il fallait être presque aliéné soi-même pour imaginer un tel cauchemar. D'autres sont inquiets, par exemple le jeune Pierre Welfling qui est féru d'aviation et qui a conscience de l'avance technologique allemande. Mais les Juifs français n'imaginent pas un instant que les mesures prises en Allemagne par les nazis pourraient un jour s'étendre à la France. Les uns sont français depuis de nombreuses générations, et se sentent entièrement protégés par les lois déjà anciennes de la République. Ils voient une barrière étanche entre la folie antisémite allemande nazie et l'oasis tranquille de la France républicaine. C'est de la guerre et de ses conséquences qu'ils ont peur et non d'un antisémitisme, invraisemblable en France. C'est en tant que Français qu'ils réagissent et non en tant que Juifs. Certes, ils n'ignorent pas la virulence antisémite de Hitler, mais ils le voient essentiellement en dirigeant allemand haïssant la France. Les Juifs immigrés ont trouvé asile dans la patrie des droits de l'homme. J'étais né à Paris, c'était un signe de noblesse et de sécurité. Ce sentiment de sécurité surprend aujourd'hui,
Pourquoi les Juifs allemands ne quittent-ils pas tous l'Allemagne ? Questionne le père de Raoul Toubiana, sans imaginer un instant qu'une situation analogue pourrait exister en France. Une inquiétude toutefois dans certaines familles. Exceptionnellement, une lucidité chez certains individus. Les divisions de la communauté juive. Politiquement, les Juifs de France sont aussi divisés qu'ils le sont socialement. Ces divisions sont exacerbées par l'arrivée au pouvoir de Léon Blum. Les dirigeants de la communauté affichent leur neutralité dans l'espoir d'éviter le contre-coup antisémite que provoque dans une certaine presse l'accession à la présidence du Conseil d'un homme politique juif. L'accession de M. Léon Blum à la présidence du Conseil n'est pas une affaire juive. Ce n'est pas nous qui avons placé à la tête du gouvernement de la République française M. Léon Blum, et ce choix ne satisfait pas tous les Juifs français. Bien entendu, les Juifs ne demanderont aucun avantage particulier ni ne tireront aucune gloire ostentatoire de la réussite de M. Léon Blum. Néanmoins, leur fierté en tant que Français est manifeste. Notre joie, c'est de constater que les fils de la Révolution de 1789 ne font aucune distinction entre les enfants d'une même nation. On ne nous en voudra pas de souligner quelles leçons l'histoire pourra tirer de cette liberté française. La France de 1936 ne songe pas plus à demander la confession de ses ministres que le chef de section d'infanterie, il y a 20 ans, ne songeait sur le parapet de la tranchée, à demander l'origine de ceux qui attendaient le signal pour partir à l'assaut ou à la mort. L'admirable nation que la nôtre. Pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence. Par les adversaires du Front populaire, Léon Blum n'est pas seulement vu comme un homme politique de gauche, mais comme un juif. La crainte que sa venue au pouvoir déclenche ou plutôt aggrave l'antisémitisme est patente. Quand nous voyons la méchanceté, la bassesse, la haine, les passions déchaînées par l'avènement du chef socialiste au pouvoir, nous sommes plutôt tentés de prononcer la prière réservée à la fête des tabernacles. Sauve-nous, notre Dieu, sauve-nous, notre Créateur, sauve-nous, notre Rédempteur, sauve-nous, notre Protecteur. Cette crainte de l'antisémitisme motive les nombreuses lettres que reçoit le consistoire central. L'attitude de Léon Blum nuit infiniment aux Israélites français. Il serait bon qu'il fût renié par nos coreligionnaires. La politique que vous dirigez a fait et fera énormément de tort à vos coreligionnaires. Je vous demande en mon nom, en attendant que l'ensemble de vos religionnaires l'exigent de vous un jour prochain, de cesser toute activité politique. Le grand rabbin de Paris lui-même fait une démarche auprès de Léon Blum, pour le dissuader d'accepter de diriger le gouvernement. Finalement, peu d'années plus tard, les craintes de ceux qui prédisaient une montée de l'antisémitisme sont par eux-mêmes considérées comme justifiées. Cette politique déchue, écrit un journal juif en janvier 1939, a fait pour l'antisémitisme plus que 10 affaires Dreyfus. Ce d'Israéli n'était qu'un habitué de meetings socialistes. Il aurait mieux fait de rester au Conseil d'État. Plus tard, peu de temps avant la Libération, René Mayer, qui sera sous la 4e République président du Conseil, parlera de l'indiscret envahissement du pouvoir politique par les Juifs à la suite de Léon Blum et du mal que les proches de Léon Blum ont fait à leurs coreligionnaires. Mal qui a ensemencé le germe sans lequel la propagande antisémite d'Hitler n'aurait jamais pu avoir en France l'effet qu'elle y a, malheureusement produit. C'est le même René Mayer qui, rencontrant Joseph Weil à Vichy en juillet 1940, lui aurait dit « Il faut composer avec Hitler. Il n'y a qu'un seul homme qui en soit capable. » Quel dommage de s'appeler Mayer. Juifs de gauche et juifs de droite s'affrontent. Les immigrés juifs sont proches du syndicat communiste CGTU, qui prend leur défense contre la xénophobie et le racisme. Plusieurs journaux yiddishophones sont proches du Parti communiste. Le mouvement populaire juif, groupant des ouvriers et des petits façonniers, est dans la mouvance du Front populaire. La LICA est proche de la SFIO. À droite, l'opposition juive à Blum n'est pas seulement due à la crainte de l'antisémitisme. Puisque les juifs de gauche jugent bon, écrit un lecteur à l'Univers israélite, d'attirer sur eux une attention telle que l'opinion publique tende à les confondre avec tous les juifs, il est de l'intérêt de la religion elle-même que les juifs de droite se manifestent également à leurs concitoyens. Un groupe d'anciens combattants juifs envoie une lettre protestant contre l'activité de Blum. Un journal juif écrit « Léon Blum n'est pas un militant du judaïsme et met son talent éblouissant au service d'une cause qui n'est pas la nôtre.
Il représente une idée politique qui n'est pas une idée juive. Un notable juif important s'adresse à Léon Blum dans les colonnes d'un journal connu pour ses positions antisémites. Il m'est permis à moi, Français de religion israélite, nationale, et qui ne se cache pas d'être israélite et national, de vous donner un simple conseil. Vivez à votre place, ne vous différenciez pas des autres Français, raisonnez français. Ne cherchez pas à prendre la responsabilité de la société France. Une lectrice juive souhaite que ce texte soit affiché et lance une souscription. Malgré l'antisémitisme quotidiennement proclamé de Maurras et de Daudet, des Juifs militent à l'Action française, figurent sur la liste des souscripteurs pour l'épée d'académicien de Maurras. Certains vont même jusqu'à écrire « Les Juifs bien nés comprendront que le salut commun, celui de la France, le leur propre, est au prix d'un effort d'épuration légitime. » Nombre de Juifs adhèrent aux Croix de Feu, en particulier après les émeutes de février 1934. Tel est le cas du père d'un de mes interlocuteurs. Tous les ans, une délégation des Croix de Feu, conduite par le colonel de la Roque, drapeau en tête, est reçue à la synagogue de la rue de la Victoire, en présence du président et de nombreux membres du consistoire, ainsi que de nombreux rabbins, par le rabbin Kaplan qui parle des flammes spirituelles qui brûlent dans les sanctuaires de la foi et que les Croix de Feu raniment par des cérémonies de ce genre. Les Croix de Feu peuvent contribuer à l'avènement de l'ère messianique. L'ancien combattant que je suis, dit-il au lendemain même de la victoire électorale de Léon Blum, est heureux de faire les honneurs de sa maison de prière à ses anciens compagnons d'armes. Il m'est agréable, Croix de Feu mes frères, de vous exprimer publiquement ma reconnaissance. Un groupe de notables juifs fonde l'Union nationale des Israélites patriotes, qui devient l'Union patriotique des Français israélites. Ils se désolidarisent de tous ceux, israélites ou non, qui ne placent pas les intérêts de la patrie au-dessus des intérêts des partis. Et publie un manifeste. La nation prime la race, la religion passe après la patrie. Les Français de confession israélite affirment comme ils l'ont toujours affirmé que la première solidarité humaine est la solidarité nationale. Les dirigeants de ce mouvement participent à des réunions politiques, où ils figurent parfois à la tribune à côté de personnalités d'extrême droite et où ils peuvent entendre dans la salle des cris des « à bas Blum, à bas les Juifs ». Ils se disent en présence d'un grand devoir national à accomplir en vue d'assurer le redressement moral du pays. Certains Juifs adhèrent même au francisme de Bucard. Je suis franciste avec enthousiasme, écrit l'un d'eux, comme sont devenus francistes des centaines de Juifs comme moi. Croix de Feu et francistes, il est vrai, se défendent de tout antisémitisme, mais ces protestations sont souvent démenties par les faits. Comme on peut s'y attendre, les journaux qui font profession d'antisémitisme n'hésitent pas à faire appel à ces Juifs bien nés. Notre vieux pays gallo-romain est gouverné par un Juif, entouré par une bande de Juifs insolents. Êtes-vous prêt, Edward Bloch? Et je m'adresse à vous comme au plus fin des Juifs bien nés, comme aux vivants symboles des héros juifs de la Grande Guerre. Êtes-vous prêt à chasser comme ils le méritent les Blum, les Hay, les Abraham et toute la tribu vorace gitée dans nos palais nationaux? Ces engagements opposés provoquent, au sein de la communauté juive, des polémiques et des heurts. Nous ferons savoir à un certain nombre de nos coreligionnaires un peu voyants, écrit l'un des dirigeants de l'Union patriotique des Français israélites, qu'à chacune de leurs manifestations dangereuses correspondra une manifestation contraire afin que l'on ne s'y méprenne pas. En effet, on lit des protestations contre la participation de la LICA à la manifestation d'Union de la gauche du 12 février 1934. Sous prétexte de lutter contre l'antisémitisme, certains groupements n'ont tendu à rien moins qu'à manifester en faveur des partis de désordre et de révolution sociale. Nous réprouvons les doctrines qui tendent à ruiner la tradition familiale, la sagesse épargnante et la saine union sociale dans le cadre harmonieux d'une discipline de bonne aloi. Un meeting de la LICA à Paris fournit des armes et des prétextes aux bandes de Hitler. Il est plus utile d'agir dans les milieux internationaux avec tact et mesure. Protestation encore contre la présence de militants juifs à la cérémonie à la mémoire des communards au mur des fédérés. C'est mal servir le judaïsme que d'en parler à l'ombre du drapeau rouge. À l'opposé, polémique très vive à propos de l'adhésion de nombreux juifs aux Croix de Feu lorsque, malgré les dénégations du colonel de la Roque, l'antisémitisme des militants devient évident. Échauffourée, lorsque les Croix de Feu sont solennellement reçues à la synagogue de la rue de la Victoire.
On est donc amené à l'évidence à conclure que cette communauté juive de France que l'antisémitisme voit comme homogène, unie, solidaire, volontaire dans la conquête de l'argent et du pouvoir, est en fait très diverse ethniquement, culturellement, socialement et politiquement, agitée de conflits internes souvent violents, dépourvue de toute solidarité, se défendant même d'éprouver quelque solidarité que ce soit. Et je n'ai pas parlé de la masse innombrable, de la majorité silencieuse de tous ceux que leurs préoccupations quotidiennes éloignent de toute prise de position ou même de toute réflexion. J'ai à peine abordé les divergences entre immigrés de deuxième ou troisième génération, parfaitement francophones, auxquels la méritocratie républicaine a permis l'intégration dans la communauté française et immigrés récents, aspirant pour leurs enfants à une intégration analogue, entre Polacks des années 20, fourreurs ou casquetiers, et Allemands des années 30, médecins ou ingénieurs. J'ai à peine parlé des divergences religieuses entre une observance religieuse attentive et une laïcité stricte. J'ai omis de signaler tout ce qui sépare les Ashkénazes d'Alsace ou d'Europe orientale et les Séfarades de Bayonne ou de l'Empire ottoman qui ne fréquentent ni les mêmes synagogues, ni les mêmes quartiers. Je suis en train de démontrer le plus formidable mensonge des antisémites, écrit l'éditorialiste d'un journal juif, la solidarité juive. La solidarité juive est le slogan le plus mensonger qui soit. Ce qui frappe aussi, c'est l'aveuglement des Juifs de France, dans ces années précédant immédiatement la Deuxième Guerre mondiale, aveuglement partagé par la très grande majorité de la population française de toute confession. Déjà, on doute de la possibilité qu'Hitler arrive au pouvoir, on est certain que l'État de droit allemand maintiendra l'ordre face aux bandes nazies. Le crépuscule d'un dieu, titre l'éditorial d'un journal juif 2 mois avant la nomination d'Hitler comme chef du gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que Hitler ne sera pas chancelier. Le même éditorialiste assure, quelques mois plus tard, qu'après la nuit des longs couteaux, le chaos s'installera en Allemagne. Dans les quelques années séparant la victoire du nazisme du déclenchement de la guerre, les journaux ont beau décrire, les magazines ont beau photographier, la TSF a beau diffuser, les réfugiés ont beau raconter les familles expulsées en quelques heures de leur logement avec l'autorisation d'emporter quelques vêtements, les magasins boycottés, les vitrines brisées, les synagogues incendiées, les hommes et les femmes humiliés publiquement, les universitaires chassés de leur chair, les camps de concentration sinon déjà des extermination. Les Juifs de France compatissent certes, mais ne paraissent pas imaginer un instant que pareil fait pourrait se produire dans le pays de la Déclaration des droits de l'homme et des grands principes de 1789, ce pays que les Israélites français ont servi loyalement depuis plusieurs générations, ce pays où les Juifs immigrés ont trouvé refuge et qu'ils sont prêts à servir à leur tour. On cherche en vain dans les écrits de l'époque et dans la plupart des conversations familiales telles qu'elles sont rapportées par ceux qui étaient adolescents ou jeunes adultes en 1939, on cherche en vain la trace d'un prophète illuminé qui, dans la tradition ancestrale d'Isaïe, d'Ézéchiel ou de Nahom, aurait prédit les catastrophes qui, en quelques mois, allaient s'abattre sur la France et sur la communauté juive. La guerre, la débâcle, occupation, la prise du pouvoir par un nouveau régime qui ferait sienne les théories de Drummond et de Maurras, les Juifs mis à l'écart de la communauté nationale, l'étoile jaune, la déportation. J'ai tout de même trouvé dans des mémoires à destination familiale, mention d'un cousin Max qui, se rendant chaque année à la foire de Leipzig pour les besoins de son métier de fourreur, pouvait y observer le nazisme à l'œuvre et prédisait le pire. La guerre inévitable, les persécutions antisémites dans toute l'Europe, les massacres, la fin du monde. Il faut fuir pendant qu'il en est encore temps, préconisait-il. La famille le surnommait « ce fou de Max ». Ce fou de Max n'est pas revenu de déportation. La drôle de guerre. Quelques mots sur ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Les Juifs de nationalité française font leur devoir comme tous leurs concitoyens. Les Juifs immigrés s'engagent en masse. Les dirigeants de la communauté continuent à leur conseiller la discrétion, du tact, de la mesure. Ceux qui sont allés offrir leurs services au pays où ils ont trouvé une telle hospitalité n'ont fait que leur devoir. Inutile de s'en vanter. Ne faites pas de politique, ne participez en aucune manière à des discussions politiques. Exprimez-vous en français. Quant aux Juifs allemands réfugiés en France, ressortissants d'une puissance ennemie,
Ils sont internés dans des camps à la déclaration de guerre, de même que les Juifs venant des pays annexés par l'Allemagne, Autriche, Sudète et Bohême-Moravie. Une politique de regroupement des étrangers indésirables avait déjà été inaugurée par le gouvernement Daladier, dès 1938, sous la pression de l'opinion publique. Le décret du 2 mai 1938 stipulait que le nombre sans cesse croissant d'étrangers résidant en France impose d'édicter certaines mesures que commande impérativement le souci de la sécurité nationale, de l'économie générale du pays et de la protection de l'ordre public. Un nouveau décret, le 12 novembre 1938, prévoyait l'internement dans des centres spécialisés des étrangers indésirables, c'est-à-dire non seulement de ceux auteurs de délits, mais aussi de ceux suspectés de porter atteinte à l'ordre public. Les premiers camps, en février 1939, reçoivent les réfugiés espagnols qui traversent en très grand nombre les Pyrénées après la victoire de Franco. Les dispositions antérieures sont aggravées à la déclaration de guerre, tant est grande, dans l'opinion publique, la crainte de la cinquième colonne. La loi du 18 novembre 1939 autorise les préfets à interner tout individu, étranger ou non, suspecté de porter atteinte à la défense nationale ou à la sécurité publique, car précise une circulaire du ministre de l'Intérieur, la nécessité s'impose d'être armé, non seulement contre le fait délictueux ou criminel, mais aussi contre la volonté notoire de le commettre. Les réfugiés espagnols, les Allemands anti-nazis mais néanmoins ressortissants d'une puissance ennemie, les Juifs allemands ayant voulu échapper au nazisme, les Juifs autrichiens et tchèques sont bientôt rejoints par les communistes français. Peu après la déclaration de guerre, 15 000 ressortissants des puissances ennemies séjournent dans des camps de concentration. Le terme est employé par le ministre de l'Intérieur. Les dirigeants de la communauté juive ne pensent pas devoir émettre la moindre protestation. Il ne nous appartient pas de porter un jugement sur l'opportunité de la mesure de sûreté nationale, devant aboutir à l'internement de 13 000 à 14 000 réfugiés. Si notre gouvernement a cru devoir prendre cette mesure, c'est que sans doute il l'a jugée nécessaire et indispensable. On envoie néanmoins aux internés des colis alimentaires, des chandails et des couvertures, et on insiste bien sur le fait qu'on ne saurait en rien comparer ces camps de regroupement aux camps de concentration allemands. Entre les uns et les autres, il y a l'espace qui sépare la bestialité de l'humanité. Aucun mot, aucun geste destiné à brimer l'individu, à atteindre la dignité de la personne. Ce n'est pourtant pas une impression lénifiante qu'on retire en lisant les témoignages aussi bien des internés que des dirigeants des camps. L'improvisation, l'extrême inconfort des baraquements, la boue, les difficultés de ravitaillement, les latrines infectes, et surtout la détresse devant le présent absurde et l'avenir incertain. Note du chapitre 1. Chapitre 2. Une invasion ME accent aigu TE accent grave QUF, à l'assaut de la médecine française. Nous, médecins français, vous avons-nous appelé? Nos syndicats vous ont-ils sonné? Non. Eh bien, allez-vous-en. Retournez chez vous. Sans vous, la saine et traditionnelle médecine française s'épanouirait avec confiance, sans arrière-pensée commerciale et tortueuse. Demi-tour. Thèse du Dr Jacques Boudard. De l'envahissement du corps médical français par certains éléments nés en Pologne et Roumanie, Paris 1939. Ce qu'il faut appeler l'antisémitisme médical des années 1930, s'inscrit dans l'antisémitisme d'une partie de la population française, mais il a aussi des causes spécifiques. Pour les analyser, il faut expliquer ce que l'on a appelé le privilège roumain. Le privilège roumain. Le privilège roumain est antérieur à la création politique de la Roumanie qui résulte de l'union des deux principautés de Moldavie et de Valachie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.